Victimes de maltraitance, nos invités ont connu une enfance faite de coups et de larmes. Aujourd'hui, ils témoignent de leur renaissance. Je viens de la rue, je suis devenu chef d'entreprise, mais j'ai très peur de redescendre. Alors tous les jours, je fais tout pour ne pas retomber. À la maison, Jean-Pierre est battu par son beau-père et constamment rabaissé. Dès qu'il rentrait à la maison, on devait aller enlever ses chaussures, lui enlever ses chaussettes et lui laver les pieds. Les coups de ceinture, c'était tous les jours. Ma maman, tous les 2 jours, elle prenait une dérouillée. Ça a été l'enfer. Placé en foyer, Jean-Pierre bascule dans la délinquance. Mais une rencontre va tout changer. Je volais, j'ai été plusieurs fois mis en garde à vue. Je me suis retrouvé dans la rue, je pleurais. Et là, 3 étudiants, ça a été mon issue de secours. France était une petite fille rejetée qui a longtemps vécu dans un placard, dans l'indifférence générale, avec pour seul compagnon une serpillière. Mon père ouvre le placard et le fait qu'il prenne ses chaussures, qu'il referme la porte sans rien dire, ce jour-là, j'ai su que j'avais plus de papa. France se battra de toutes ses forces pour ne pas reproduire le schéma. Trop longtemps en manque d'amour, elle deviendra une mère aimante et protectrice. J'ai 3 filles, j'ai tout fait pour elles. Et j'ai adopté 2 enfants handicapés. Je suis heureuse parce que je voulais plein d'enfants. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Peut-on guérir de son enfance? Les témoignages que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sont 2 histoires bouleversantes qui donnent de l'espoir. Jean-Pierre et France ont été confrontés au pire lorsqu'ils étaient enfants. Ils ont connu la violence, les foyers et parfois même la rue. Dans les moments les plus difficiles, ils rêvaient de devenir des adultes exemplaires. Ont-ils réussi? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Merci à tous les 2 d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai, France, que cette expression « guérir de son enfance », c'est la vôtre. Oui. Et donc, pendant 10 ans, vous avez été victime d'une belle-mère. Il y a des souffrances physiques et psychologiques. On va voir ce que vous en avez fait et ce que vous avez à nous transmettre aujourd'hui. Mais pour qu'on ait une image précise de ce que vous avez traversé, est-ce qu'on peut avoir comme ça un exemple? Alors, une image forte serait peut-être mon placard où j'étais enfermée avec ma serpillière à laquelle je parlais. La serpillière, c'était votre amie imaginaire, voilà, à qui vous faisiez des tresses. Voilà, tout à fait. Et je lui parlais, c'était ma seule amie. Et puis aussi un plat de lentilles. J'avais l'ordre de farcir des lentilles. Pour qu'ensuite elle vous dise que finalement... Voilà, que je n'étais qu'une conne, qu'on me ferait avaler n'importe quoi et que j'étais une bonne à rien, quoi. Bon, alors Géraldine, près de vous, est psy. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, on dirait de la perversion. Mais enfin, j'en sais rien. On verra effectivement comment vous avez vécu ça. Et vous nous direz, oui, Géraldine, dans ces témoignages, quel décryptage vous pouvez faire, quelle portée ont ces comportements et ces mots. Jean-Pierre, si on pouvait avoir une image de ce que vous avez traversé, ce serait quoi? Alors, une image forte, c'est... chez nous, nous étions 9 enfants. Et j'ai été élevé par un beau-père qui était extrêmement violent. Et l'image forte que j'ai, c'est qu'il nous obligeait à punir un de nos frères et sœurs. Et on devait lui mettre des coups. Voilà. Vous vous rappelez de ce que vous ressentez dans des moments comme ça? En fin de compte, on vivait dans la peur, quoi. Voilà. Et donc, on savait le mal qu'on faisait quelque part, mais si on ne le faisait pas, on avait peur de se prendre des coups ou que ma maman dérouille à notre place. C'est ce qui se passe en général. Hein. Mm-hmm. Alors, avant qu'on comprenne comment ce beau-père est entré dans votre vie, si on fait un petit flashback. Donc, vous grandissez dans quelle région, dans quel milieu? Alors, moi, je suis né à Lille, dans un quartier difficile qui s'appelle Oisem. Vous étiez une grande fratrie? On était 9. Enfin, au départ, c'est assez compliqué. Hein. J'ai un papa qui est kabyle et qui a fait 7 enfants à ma maman. Et mon papa, au moment où la guerre d'Algérie a démarré, pratiquement, il était très militant. Il faisait partie du FLN, Front de Libération Nationale de l'Algérie. Et il avait une mission, c'était de faire des attentats contre les harkis. Les harkis, c'était les Algériens qui voulaient que l'Algérie reste française. Donc, résultat, mon papa s'est fait arrêter, s'est fait emprisonner, et il s'est fait expulser. Donc, maman s'est retrouvée toute seule dans cette courée, où on vivait pratiquement, on était à 7 dans 60 mètres carrés. Elle était très courageuse et à un moment donné, elle est tombée dans l'alcool un peu pendant plus d'une année. Et puis, elle a rencontré par hasard mon beau-père
qui était un malade mental. Il l'a épousée, il lui a fait 2 enfants, il nous a reconnus. Parce que je n'étais pas reconnu par mon père. Vous avez quel âge quand il est rentré dans votre vie? J'avais 6 ans. Et ça a été l'enfer. Nous, on était heureux tant qu'on était à l'école. Et quand on rentrait, on avait 1 heure à peu près pour discuter entre nous, s'amuser un peu. Et dès qu'il rentrait à la maison, silence total, on était tous assis. Et on devait aller enlever ses chaussures, lui enlever ses chaussettes et lui laver les pieds. Voilà. On ne pouvait pas s'exprimer, hein, je veux dire, on ne pouvait pas aller dans le frigidaire, on ne pouvait pas s'amuser ensemble. Les coups de ceinture, c'était tous les jours, pratiquement. Ma maman, tous les 2 jours, elle prenait une dérouillée. Vous assistiez à ça? Ah oui, bien sûr. Moi, je me souviens d'une scène aussi où ma grande sœur, elle avait goûté un peu de vin, parce que c'était l'une des plus grandes. Un peu de vin. Il s'en est rendu compte, il lui a fait boire 2 bouteilles de vin. Il leur mettait des piments dans les ongles pour qu'elle se ronge les ongles. C'est à l'âge de 8 ans que vous êtes placé la première fois en foyer? Oui. Je suis allé dans un foyer qui s'appelait le foyer Très Long. C'était un foyer de bonne sœur. Mais je me suis senti super bien. Qu'est-ce que vous découvrez là? La propreté, l'école, la discipline. J'ai fait le chemin de croix, j'ai allé à l'église, on a fait le vin de minuit, Donc des repères? Pépère Fouettard, tout ce que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas tout ça. Puis j'étais bien noté. Je pense que c'est l'époque où j'ai le mieux travaillé à l'école. Voilà. Sauf que vous faites des allers-retours entre les foyers et la maison? Oui, à chaque fois, oui. Ma maman, elle était dépressive fortement. Et à Très Long, il y avait une maison de repos juste à côté, qui était attenante. Et j'ai pas vu ma maman pendant 2 ans. Je voyais tous mes petits camarades, les parents venaient. Puis moi, je la voyais pas tellement elle était détruite, à vrai dire. Elle a été... moi, je me souviens d'elle, elle a failli se jeter du 2e étage de chez nous. C'est ma sœur qui l'a retenue. Il était allé très loin, fracture du crâne. Un drôle de mec, vraiment. C'est quand je pense que je porte son nom. C'est le plus difficile encore aujourd'hui pour moi. C'est de porter son nom. Le nom de son bourreau, en fait. Je porte le nom de mon bourreau, exactement. J'aimerais avoir une baguette magique pour le changer rapidement. Et dans cette enfance, vous faites l'aller-retour entre les foyers et la maison. Et finalement, est-ce qu'il y a des gens qui vous prennent sous leur aile? Je pense à un directeur et sa femme. Alors, oui, monsieur et madame Cortil, au foyer Denis Cordonnier. Et j'avais 13 ans et demi, et à l'époque, la majorité était à 21 ans. Donc quand je suis rentré dans ce foyer, fin juin, il n'y avait plus d'école, j'étais avec des mecs qui avaient 20 ans, 19 ans, 18 ans, donc j'étais la mascotte. Et ils m'ont pris sur leur aile, le directeur et la directrice. Je me souviens, ils m'ont acheté un costume, je ne peux pas oublier. Vous êtes parti en vacances pour la première fois à 14 ans? Alors j'avais pratiquement 14 ans, c'était fin juin, je suis parti 2 mois, et je suis parti à Banyuls. C'était inoubliable. Je me souviens, j'étais tombé amoureux d'une fille de 17 ans, puis j'étais bien. Et quand je suis rentré, je devais le quitter ce foyer pour aller dans le foyer Pezzalozzi, où j'aurais pu reprendre l'école. Mais j'étais tellement bien et heureux que j'ai demandé au directeur s'il ne pouvait pas avoir une dérogation pour que je puisse travailler. Et puis là, je commence à travailler. Et là, je vais travailler chez Monsieur Lebon, qui était... on faisait des clôtures à l'époque en béton armé. Et un moment important dans votre vie, c'est quand vous avez 17 ans, parce qu'il faut faire un choix. Et vous décidez le choix de l'autonomie. À 17 ans, je décide... Alors, on m'a donné le choix. On m'a dit, voilà, comme tu travailles bien, tu es régulier, si tu veux, on peut te mettre dehors, dans une chambre, et tu seras suivi par le service de suite. Le service de suite, c'est des éducateurs qui viennent vous voir pour voir si tout se passe bien. Et à l'époque, quand je travaillais de 13 ans et demi jusqu'à 17 ans, mon salaire, je ne le recevais jamais. Mon salaire était versé directement au foyer. Donc j'allais voir la secrétaire toutes les semaines, j'avais un peu d'argent de poche. Naturellement, la nourriture, je faisais une gamelle, voilà, que je réchauffais sur le chantier. Donc j'avais pas la notion d'argent, du tout. Et je me suis retrouvé en chambre. Alors quand je me suis retrouvé en chambre, j'ai bien travaillé pendant 1 mois, 2 mois, puis j'ai reçu tout mon argent. Tout ce que ils avaient économisé pour moi. Et là, je suis allé m'acheter des super fringues, et puis les boîtes de nuit, les filles, puis j'ai dépensé, puis payé son loyer, et puis je me suis retrouvé, à un moment donné, à la rue. Là, vous avez quand même résumé une existence en quelques minutes. Donc, comment ce gamin se retrouve à la rue. Géraldine, il y a beaucoup de choses à dire, mais qu'est-ce que vous retenez de ce parcours ? Ce que je retiens surtout, c'est ce qui vient d'être dit sur cette dépense compulsive, mais pas seulement de l'argent d'ailleurs, et cet excès de vie, en fait. Et quand il y a une répression très jeune dans l'éducation, dans l'enfance, quand les limites sont extrêmes, quand cet individu a la liberté, qui va aussi avec la liberté financière, tout explose. Et donc on passe dans un extrême
opposé. C'est-à-dire que la liberté, soudain, est ingérable. Et là, je ne parle pas de mes frères et sœurs. Ouais. Vous avez aussi des parcours très, très, très difficiles. Et oui. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Donc vous êtes à la rue au moment du récit. On verra tout à l'heure comment, effectivement, on est capable de dire des années plus tard, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. France, si on refait le début de l'histoire, dans votre cas, ça se passe où? Alors moi, je suis née Paris 20e. Très vite, j'ai été abandonnée par ma génitrice. J'avais 9 mois. Mon père m'a laissée en nourrice chez une nourrice de DAS. Donc à ce moment-là, vous ne savez pas ce que c'est une nourrice de DAS. Voilà. Vous grandissez avec quelqu'un qui prend soin de vous. Voilà. De 9 mois à 6 ans, j'ai été chez ma maman. Maman Rousseau. Maman Rousseau, voilà. Voilà, j'ai toujours cru qu'elle était ma maman. Elle avait des enfants, c'était mes frères et sœurs. Bon, elle était sévère, certes, mais bon, j'avais de l'amour, de la chaleur. Quand j'étais malade, elle me soignait. Enfin bon, voilà. Papa, maman, mes frères et sœurs. À l'époque, quand vous êtes dans cette période de votre vie, vous êtes élevé par maman Rousseau. Oui. Est-ce que vous voyez toujours votre Mes géniteur? géniteurs, alors ma génitrice, jamais. Et mon géniteur, je l'ai vu peut-être 2-3 fois en 5-6 ans. Il y a des grands-parents dans l'histoire. Mais je ne savais pas qu'il était mon père, déjà et d'une. Et sinon, j'allais de temps en temps chez mes grands-parents paternels. Voilà. Où ça s'est passé très très mal et mon grand-père a abusé de moi. Donc plusieurs fois. Et donc après, je ne voulais plus y aller. Et ma maman s'en était rendue compte. Voilà, donc, Maman Rousseau? Oui, ma maman Rousseau. Oh, ben, y a qu'elle que j'ai appelée maman dans ma vie. Hein. Vous avez un grand souvenir du 14 juillet? Pourquoi? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on devait aller justement chez mes grands-parents. Et bizarrement, la veille, l'avant-veille, j'étais toujours malade. De la fièvre, j'avais des cloques partout, on ne savait pas d'où ça venait et tout. Et cette fois-ci, ma maman a décidé de me garder. Donc je suis restée avec ma maman et c'était le 14 juillet. Et pour que je perde rien de la fête, elle m'a installée sur 2 chaises en quinconce devant la fenêtre. Et là, j'ai assisté à la fête du 14 juillet. Et pour moi, le 14 juillet est toujours quelque chose de très significatif. Pas parce que c'est la fête nationale, mais parce que je pense à ma maman à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'elle a dans cette scène? C'est quoi? C'est le fait qu'elle prenne soin de vous? Oui, voilà. Les bisous, les câlins, l'amour, c'est qu'avec elle, je les ai eus. Donc, et ce jour-là, précisément, parce que dans ma tête de petite fille, je me suis dit, ça y est, elle a compris pourquoi je ne veux pas y aller. Elle a accepté que j'y aille pas. Et ça, c'était une preuve d'amour pour moi considérable. Elle vous sauvait? Elle m'a sauvée, voilà. Ce jour-là, elle m'a sauvée de cette chose atroce qui allait m'arriver. Alors à 6 ans, vous êtes arraché à cette famille? Voilà, j'avais 6 ans quand un soir, nous étions à table en train de manger avec mon papa, ma maman, mes frères et sœurs. Et ça a frappé à la porte. Un gros bonhomme que j'avais vu qu'une fois ou deux est arrivé et a dit que il venait me chercher. Voilà, donc moi j'ai pas très bien compris. Surtout qu'en plus, il m'a dit je t'ai trouvé une nouvelle maman. Donc, alors moi, dans ma tête, une nouvelle maman, mais j'en ai une, je vois pas pourquoi j'en aurais une autre. Puis je voyais bien que mon papa et ma maman n'étaient pas trop d'accord. Mais bon, ils étaient obligés, hein, c'était mon géniteur, donc voilà. Et voilà, et je suis partie de chez ma maman comme ça. J'en ai voulu pendant des années. À elle? Ben oui, sans savoir. Je croyais qu'elle m'avait abandonnée. C'était votre papa qui venait vous chercher? Géniteur. C'était mon géniteur. En tout cas, ce jour-là, c'est un étranger qui vient vous chercher. Un étranger. Donc, si on se met dans la tête d'un enfant qui vit dans une voilà, famille, voilà, d'un coup, il y a un étranger qui a tous les droits. Qui a tous les droits, vous qui embarque. vient me chercher. Et puis, ben voilà, donc je me suis retrouvée Paris 20e. Et là, lui, il est avec une femme à ce moment-là. Qui, elle, avait déjà un petit garçon. Donc c'est pareil, on me dit que je vais avoir une nouvelle maman, que je vais avoir un petit frère. Bon, ben voilà, je suis arrivée dans cette petite pièce, passage Fréquel, dans le 20e, où elle était là, sans chaleur, sans rien, mais bon, voilà, une bonne femme, voilà, que je n'ai jamais appelée. Tout à l'heure, vous m'avez dit ma belle-mère. Je ne supporte pas. D'abord, elle n'est pas belle, elle n'est pas ma mère. Dans le livre, elle a toujours été elle. Je ne peux pas dire autre chose. D'abord, comme vous disiez tout à l'heure, vous en avez peur, vous, de votre beau-père. Moi, jusqu'à l'année dernière où j'ai appris son décès, j'avais peur d'elle. Alors, une froideur et finalement la violence démarre quand vous avez une petite sœur. Voilà, ils se sont mariés peu de temps après et on m'a annoncé que j'allais avoir un petit frère ou une petite sœur. Bon, j'ai eu une petite sœur. Elle s'est jamais intéressée à ce bébé.
C'est quasiment moi qui l'ai élevée. J'avais que 9 ans, mais je m'occupais d'elle quand elle était malade, quand elle était... Enfin, bon, voilà. Alors, c'était un ordre de sa part. Elle croyait certainement me punir ou je sais pas. Moi, ça a été la chose la plus merveilleuse. Elle vous donnait l'ordre de vous occuper de elle. Voilà, c'était la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée, c'est de pouvoir m'occuper d'elle. Parce que j'avais quelqu'un à aimer, quelqu'un à... Voilà. Mais une responsabilité aussi. Oui, mais je m'en rendais pas compte. C'était pour moi, c'est... Moi, j'ai toujours dit que j'avais une bonne étoile. Voilà, vous entendez que Jean-Pierre disait j'ai de la chance alors qu'on l'a laissé dans la rue. Voilà. Et vous dites j'ai une bonne étoile j'ai alors que vous êtes en train de nous parler de maltraitance. Parce que quand on dit c'est assez inimaginable ce qu'elle faisait, d'abord c'était des insultes. Elle vous insultait, vous appelez pas. Ça a commencé par des insultes, des claques. Alors les insultes, vous étiez une enfant de 9 ans, elle vous appelait comment? Je ne sais pas si je dois dire les mots. Vous les avez entendus à l'âge de 9 ans. Que j'étais qu'une sale pute, que à je 9 serais ans, comme vous ma entendez mère. ça. Oui. Bon, alors la connasse, la conne, enfin bon, tous les mots d'oiseaux qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand un être humain s'adresse à vous comme ça, vous avez 9 ans? Je crois, c'est là que je dis que j'ai toujours eu une bonne étoile, parce que je crois que je me suis jamais vraiment posé de questions. Je vivais le jour, parce que c'était comme ça. Je crois que c'est ce qui m'a certainement un peu sauvée, de me dire que... Et c'est vrai, hein, je rejoins madame dans ce qu'elle dit. Tous les jours, c'était la même chose. C'est une survie, en fait, permanente? Ben oui, parce qu'on s'y attend. Vous savez qu'à 4h30, il va rentrer du travail. Vous savez ce que vous allez endurer. Voilà. Donc, tous les jours. Ben, vous vous habituez à tout ça. Il y a des rituels même dans la violence. Mais bien sûr. Oui. C'est ce qui protège aussi d'ailleurs, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le fait de s'y attendre, dans la structure psychologique, on va mettre en place toutes les défenses et un système de protection pour tenter de mettre, autant que faire se peut, à distance cette violence psychologique ou ce climat de violence. Et donc, vous vous leviez très très tôt pour... Le matin, dès 5h du matin, j'avais un coup de pied aux fesses pour que je me lève. Allez, feignante, enfin bon, voilà. Pour faire quoi? Alors, déjà, le soir, il fallait mettre le linge dans la baignoire à tremper. Et le matin, il fallait que je brosse le linge. On avait une machine à laver, hein. Mais ça lave pas assez bien. Donc, il fallait d'abord que je lave le linge. Et après, elle allait à la machine à laver. Est-ce que vous en parlez à quelqu'un à cette époque? Non, rien. Mais non, puisque toute la journée, on me répète que je serai comme ma mère, bon, voilà. On se dit que c'est la vie, c'est comme ça, c'est... À l'école, vous n'êtes pas tenté de le dire à Agnès? Le peu de fois où j'allais à l'école, parce qu'elle me faisait toujours des mots où j'étais malade, pendant que c'était pas vrai, mais qu'il fallait que je sois à la maison pour ma petite sœur, enfin tout ça. Donc le peu que j'allais à l'école, non, j'ai jamais dit qu'elle était mauvaise, qu'elle était... Non, je disais, je vais aider ma maman, mais voilà, je l'appelais maman en plus. Non, mais à l'école, c'était, j'ai aidé ma maman parce que ma petite sœur était malade, ou j'ai aidé, pendant que c'est pas que j'ai aidé, c'est que j'ai fait, voilà. Mais bon... À ce moment-là, vous êtes conditionné. On est conditionné, oui. Vous vouliez réagir? Et puis, vous n'avez pas envie d'en parler à l'école. C'est la honte? Moi, je me souviens, il y a des scènes qui m'ont choqué aussi, enfin, qui sont restées dans mon cerveau. C'est le soir, quand la sortie des classes, je voyais des mamans, des papas avec des pains au chocolat, des croissants, le goûter. Moi, j'ai jamais connu le goûter. Et je vais rejoindre madame, parce que c'est vrai qu'on ne raconte pas ça à nos camarades, parce que c'est compliqué. Et je me souviens d'une scène, j'avais été puni par ma maîtresse, et mon beau-père avait été convoqué chez le directeur, pour lui dire la bêtise de cet homme. Je suis dans le bureau du directeur, le directeur est en face de moi, mon beau-père, il fait rentrer mon beau-père dans la pièce, la première chose qu'il fait, vous savez ce qu'il fait? J'étais assis, je ne peux pas oublier ça. Il me met un coup de karaté. Comme ça dans le cou. Même le directeur était surpris, quoi. Alors, vous voyez... Donc cette maltraitance, elle a lieu finalement en public, devant des témoins? Devant ce directeur d'école. Mais il n'y a pas de protection? Non. Le nombre de fois la police est venue chez moi, sans suite, assistante sociale. Ils venaient pourquoi? Ils étaient appelés par qui? Ma mère. Je me souviens quand il a fracassé sa tête, quand il a ouvert... Elle a quand même eu une fracture du crâne. Il n'est pas allé en prison, il ne s'est rien passé de spécial. Je trouvais qu'à l'époque... et d'avoir un beau-père qui se déplace pour vous mettre un coup de karaté dans le cou, pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Et France, c'est quand vous avez 10 ans que vous devez dormir dans le placard. Cette décision vient de qui et pourquoi? Tout simplement parce qu'un soir, elle m'a attrapée par les cheveux et m'a dit que j'étais trop grande pour coucher avec mon petit frère, puisqu'on couchait dans la même chambre, dans le même lit en plus.
et que je faisais des cochonneries avec lui, donc j'avais pu accoucher avec lui. Sauf qu'à ce moment-là, vous ne savez même pas de quoi elle parle. Je ne sais même pas de quoi elle parle. Et par les cheveux, elle m'a traînée dans le couloir de l'entrée, elle a ouvert les portes, et puis m'y a jeté comme ça. Donc je me suis retrouvée contre le mur, où il y avait tous les manteaux, les chaussures par terre et tout, le seau, la serpillière, voilà. Et sans encore une fois comprendre pourquoi, qu'est-ce que j'avais fait, et sans me poser de questions en plus. Parce que je crois que je me posais jamais de questions, c'était comme ça. Elle m'a tellement menacée de maison de correction pendant que je ne savais pas ce que c'était. Si j'avais su, j'aurais préféré y aller, je pense. Mais que, voilà, elle me faisait peur et je subissais. Et donc, instinct de survie, à ce moment-là, c'est là que vous développez un monde imaginaire. Voilà. Donc, quand j'ai compris que ça serait mon lot tous les soirs, enfin toutes les nuits, le peu de nuits où j'avais le droit de dormir, je m'asseyais contre le mur et puis il y avait la serpillière que je m'étais amusée à effilocher un peu. Et puis dans le noir, je lui faisais des tresses et je lui parlais. Et vous lui disiez quoi? Parce que ça, c'est important pour la suite de l'histoire. Je lui disais qu'elle était belle, qu'elle était ma copine. Je lui racontais mes malheurs de la journée. Et puis quand je sentais que ça allait bientôt bouger et qu'on allait venir me chercher dans le placard, vite j'enlevais les tresses. Et puis je lui disais, t'inquiète pas, je te referai belle ce soir. Comme une poupée. C'était ma poupée. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait la culpabilité d'avoir fait des tresses. Ah oui. De toute façon, quoi que je fasse qui ne venait pas un ordre d'elle, de toute façon, c'était mal, je prenais des coups. Donc, dire que je les évitais, les coups, non, parce que je ne pouvais pas les éviter. Mais j'avais bien juré que jamais je pleurerais parce qu'elle me tapait, parce que, elle m'a quand même percé un tympan. Vous étiez juré de ne pas pleurer? Ah oui. J'ai juré que je pleurerais plus jamais le jour où j'ai découvert que mon père savait ce qui se passait et ne faisait rien. À vous, à ce moment-là, vous avez la conviction que lui ne sait pas. Voilà. Pour moi, ce gros bonhomme qui disait amen à tout à sa femme, je le plaignais quelque part et je le respectais. Il m'élève, j'ai à manger, même si c'est pas ce que je devrais manger, mais bon. Donc voilà, pour l'instant, j'ai encore un papa. Je dis bien un papa. Et ce jour-là, j'ai plus de papa. Ce jour-là, c'est quoi? Alors, mon père travaillait au Halles, donc partait très, très, très tard ou très tôt dans la nuit, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc, ses chaussures étaient dans le placard. Alors, il ouvre le placard, il se baisse pour prendre ses chaussures. Donc, j'étais dans le placard avec ma serpillière et j'étais. C'est obligé qu'il m'ait vue. Il n'a pas pu faire autrement que de me voir. Et le fait qu'il prenne ses chaussures, qu'il referme la porte sans rien dire, ce jour-là, j'ai juré que plus jamais je pleurerais. Et ce jour-là, j'ai su que j'avais plus de papa. Il est devenu mon géniteur et non mon père. Et on va faire... Est-ce que... Voilà, j'allais dire une réaction, c'est... C'est vraiment des malades. Oui, mais moi, maintenant, en tant qu'adulte, je me dis, elle était malade. Donc, éventuellement, c'est même pas à elle que j'en veux le plus. C'est à ma génitrice. Je crois que je suis pas capable de dire « je lui pardonne », parce que c'est de sa faute, quelque part. Juste avant de voir ce qui s'est passé à l'âge de 16 ans, parce que c'est quelque chose d'assez spectaculaire, mais finalement, il y a un avant et un après dans votre vie. Géraldine, un mot sur ce que vous venez d'entendre. J'entends des abandons successifs, c'est-à-dire qu'il y a, heureusement, il y a du lien avec la maman. Et ça a été une ressource fondamentale, à mon avis, pour toute la suite aussi. Mais il y a ces abandons successifs, donc ça crée à chaque fois une rupture de lien qui est une blessure profonde chez l'enfant. Et l'adolescent aussi. Et le fait que là, pour le coup, France avait connu l'affection pendant presque 5 ans. Fondamental. Ça a une influence sur la suite de l'histoire, finalement. Bien c'est entendu. que c'est inscrit dans votre constitution l'idée qu'il y avait quelque chose d'autre qui existait. À 16 ans, elle vous met dehors de manière très spectaculaire. Oui. Le jour de mes 16 ans, c'était un samedi, je suis revenue de l'école, j'ai fait à manger à ma petite sœur, à mon petit frère, j'ai fait la vaisselle, et après, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas eu d'ordre encore. Elle vient, elle me tire comme ça, une petite valise, 50 francs de l'époque, 2 tickets de métro, fous le camp, connasse, j'ai plus d'allocation familiale pour toi. Alors, je me rappellerai toujours de ces phrases, casse-toi. Et elle m'a mise à la porte, sur le palier. Et encore une fois, je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais je n'ai pas cherché à comprendre.
Enfin, c'est ça qui est fou quand même. Quand j'y repense, je me dis, mais mince, t'aurais pu hurler, pleurer, aller chez le flic, ou je sais pas, mais non. C'était peut-être une porte ouverte, ça. C'est la fin de quelque chose, en tout cas. Voilà. Et puis, il a fallu recommencer. On recommence. Voilà, donc Alors, vous faites quoi avec ces tickets de métro? Alors, j'ai pris le 134, qui existe encore. J'ai été le voir à Bobigny. Voilà. Je me suis retrouvée porte de la Villette. Je me suis assise à la terrasse d'un café, chose que je n'avais jamais fait. J'ai bu un Diabolo menthe. Et puis, mais j'avais quand même la frousse que ce soit une blague. Et qu'elle change d'avis. Et qu'elle change d'avis. Elle m'a fait des choses tellement perverses que je me disais, c'est encore un truc à elle, ça. Elle va venir me faire chercher par les flics ou voilà. Vous aviez de l'argent à ce moment-là quand vous êtes... Elle m'a donné 50 francs. Ah oui, 50 francs, j'ai entendu. Voilà, 50 francs. Et il y avait eu un concours de dessin à l'école et je l'avais gagné. Et la mairie m'avait donné un livret de caisse d'épargne, violet, je me rappellerai toujours, où il y avait 50 francs dessus. Mais que j'avais toujours caché. Parce qu'elle me l'aurait pris et puis m'aurait dit, comme d'habitude, quand je travaillais bien, que j'avais triché. Donc j'avais... Donc elle vous dévalorisait. Quand vous aviez des bons résultats scolaires, elle vous dévalorisait. En plus, elle vous disait que vous aviez triché. La seule et unique fois que j'ai été première de la classe, je me suis pris une claque monumentale en disant que de toute façon, j'avais triché sur la voisine. Bon, j'ai jamais plus été première, inutile de le dire. Mais bon, enfin voilà, elle était tellement perverse que voilà. On verra ce qui s'est passé dans votre vie. Mais à cet instant précis, vous avez 16 ans, vous avez 50 francs en poche et vous êtes à la rue. Voilà. Et c'est le moment de reprendre le récit de votre histoire, parce qu'on s'est arrêté au moment où, effectivement, vous n'aviez pas connu l'argent. Donc, après ces petits boulots, vous gagnez de l'argent, vous dépensez tout et vous vous retrouvez aussi, vous disiez, à la rue. Voilà. Et ça va durer combien de temps pour vous? 8 mois à peu près. Pendant 8 mois, vous dormez dehors? Oui. Dehors, chez le curé, dans les hôtels, quand je faisais des petits délits. Alors, parce que justement... Je volais, voilà, il faut le dire, c'est vrai, je volais avec ce Marocain. On volait, je volais dans des magasins d'électroménager où je revendais ce que je volais. J'ai été plusieurs fois mis en garde à vue, mais jamais emprisonné. Et quand j'avais de l'argent, on allait dormir à l'hôtel, de toute façon à l'hôtel de la gare de Lille, le Terminus. Alors on pouvait dormir 48 heures. Puis je me souviens, un jour, je suis retourné à Oisem, je suis allé dans une salle de cinéma avec des copains, puis on est sorti de ce cinéma, il y avait un espèce de bar dans le cinéma, à côté du cinéma, et je me suis retrouvé là avec mes copains, et puis on s'est battus avec des gens. On s'est battus, et puis voilà, mes copains sont rentrés chez eux, moi je me suis retrouvé tout seul, j'étais très fatigué, il devait être 2h du matin à peu près, et il y avait une camionnette blanche, la porte arrière était ouverte, je me suis infiltré dedans, et puis je me suis endormi. Et j'ai entendu du bruit, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après. C'était les gens qui venaient récupérer leur camionnette. Et, pas de bol, c'était les gens avec qui je m'étais battu. Donc, j'avais une pièce de 5 francs dans la poche, je l'ai mise dans la bouche, et puis je me suis pris une dérouillée. Pourquoi dans la bouche? Pour pas qu'ils me la prennent. Donc l'instinct de survie. Ah ouais, ces 5 francs, c'était beaucoup à l'époque. Et puis voilà, je me suis retrouvé dans la rue, je pleurais, je me suis retrouvé à 7h du matin, je suis allé dans le centre-ville de Lille. Et puis, il y avait un bistrot qui s'appelait la Taverne Lilloise. Et je connaissais le barman. Et le barman, il me laissait m'assoupir dans le fond. Et à un moment, je me suis réveillé. Et là, 3 étudiants qui étaient à côté de moi, qui buvaient un café. Puis on a parlé. Et j'ai raconté ma vie. Pourquoi j'en étais arrivé là, pourquoi j'étais fatigué comme ça, pourquoi j'étais dans la rue. Et voilà. Et au bout de 2 heures, Hugues m'a dit... il s'appelle Hugues. Il m'a dit, si tu veux, cette nuit, tu peux venir dormir chez nous. Et le soir, vers 20h30, 21h, je me pointe chez eux, je sonne. Et c'est Claire qui vient m'ouvrir la porte, Claire Balani, qui est aujourd'hui médecin. Et elle me fait monter, j'arrive au 2e étage, dans un T4. Et puis, elle me donne une chambre, avec un chauffage d'appoint. Et puis, je prends une douche, et je dîne avec eux. Et on parle. Ils me parlent de leur vie, de leurs parents, de moi des miens, enfin voilà, une grande discussion. Et je vais me coucher, je me réveille le matin, on prend un petit déjeuner, et on parle. Et au petit déjeuner, il y a d'autres étudiants qui arrivent en droit, en lettres. Et je dors 1 nuit, 2 nuits, 5 mois, 10 mois, 1 an, 5 ans. Je suis resté avec eux pendant 5 ans. Dans une sorte de colocation. Merveilleux. J'allais avoir 18 ans, ils m'ont fêté mon anniversaire, ils m'ont offert Assis par la Zarathustra de Nietzsche. Vous imaginez la lecture. Je l'ai lu, en plusieurs fois. Donc à ce moment-là, ces étudiants vont vous protéger.
plus que ça. Alors, plus que ça, parce que d'abord mon anniversaire, ok, et ensuite, Hugues m'a emmené chez lui. Chez ses parents. Chez ses parents, ce sont des industriels à l'époque, donc des usines de textile. Alors là, j'étais... Vous vous rappelez ce que vous ressentez quand vous y allez? Une espèce de manoir, avec son père, sa mère, son père qui avait le gros cigare, je ne peux pas oublier. Puis il y avait la bonne pour le service, la cuisinière. Donc un autre monde. Ils se vous voyez. Et un autre monde, mais vraiment un autre monde. Et puis ça s'est très bien passé. Puis le plus grand plaisir que j'avais, c'est quand je vivais avec eux et que je voyais tous ces gens. Là, c'était merveilleux. C'est un autre monde pour moi aussi. Donc j'ai progressé, avancé, écouté. J'ai appris ce que c'était l'humour, parce qu'à un moment, ça me mettait en colère ce qu'ils disaient, des petites phrases qui étaient rigolotes, mais que je ne comprenais pas toujours. Donc j'ai fait un long chemin là-dessus, hein, parce que quand vous venez de la rue et vous arrivez chez ces gens-là, ils n'ont pas le même dialogue, et puis ils ont une façon de vivre qui n'était pas la mienne. Et je pense qu'ils intéressaient, aujourd'hui, je pense ça aussi, c'est que j'étais atypique pour eux. Ça, c'est qu'au fond, au-delà de la compassion, il y avait quelque chose chez vous qui leur plaisait. Ah oui, c'est sûr. Bon, j'étais beau mec, j'étais sportif, j'étais pas alcoolo, je me droguais pas. Donc il y avait quoi? Il y avait de la folie, une forme de folie qu'il n'y avait pas dans leur vie. Moi, je me souviens, à un moment donné, on a déménagé, ils sont allés habiter dans un loft. Merveilleux, ils m'ont laissé une chambre. Donc, voilà, j'étais un peu l'amuseur, mais en même temps, énormément de respect. Et ce que j'ai toujours apprécié, c'est que Hugues, même pendant plusieurs, des dizaines et des centaines de repas que nous avons fait ensemble avec d'autres gens, jamais il a dit « je l'ai aidé ». Jamais. J'ai un respect pour ce mec-là. Chapeau bas, parce que c'est un mec humble, assez réservé et qui a un cœur en or. Un mec super bien, il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. Jamais encore aujourd'hui. Il est toujours dans votre vie. Je suis le parrain de son fils. Hein. Je suis le parrain de son fils. Donc c'est comme vous diriez un frère, une nouvelle famille? C'est ma famille. Professionnellement, donc vous avez fait plein de boulot. Ah ouais. Et jusqu'à ce que vous trouviez votre place, votre voie dans un domaine. Ah, je l'ai trouvé. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans la restauration. J'ai été barman aussi dans une boîte de nuit pendant 6 ans. J'ai fait vraiment pas mal de choses. Hein. Et puis un jour, je suis rentré. La femme avec qui j'étais m'a mis le pied à l'étrier, j'ai fait de l'immobilier. Et là, boum, ça l'a fait très vite. Là, je suis rentré dans une société, je suis devenu négociateur immobilier, je travaillais super bien, j'ai vite appris. Puis un jour, j'ai racheté la boîte de mon patron. Et ça, c'est le pied. Je rachète la boîte de mon patron, d'abord le fond, ensuite les murs. Et le plus grand plaisir que j'ai eu, c'est d'acheter ma première maison. Là, ça a été les larmes. J'étais propriétaire de chez moi. Ah ouais. Et ça a été... Donc c'est la sécurité. Voilà. Ah voilà, là, c'est terrible. Mais alors, gros défaut aussi après, parce que j'ai acheté une petite maison, une plus grande maison, et de plus en plus grand. Et pour tout, ça a été comme ça. Alors on verra effectivement comment ça s'est passé professionnellement. Et ce que vous faites, c'est pas seulement pour vous. Aujourd'hui, on verra. France, tout à l'heure, on vous a laissé le jour de vos 16 ans, où on vous donne 2 tickets de métro, 50 francs, et on dit, allez, va-t'en. Voilà. Et vous allez vous acheter un Diabolo, et vous êtes à la terrasse d'un café, et là on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette jeune fille? Et qu'est-ce qui s'est passé? Après ce Diabolo menthe, sans savoir trop ce que j'allais faire ni rien, j'avais une petite faim, donc je vais m'acheter un pain au chocolat. Chose qui m'est jamais arrivée. Et là, voilà, ma bonne étoile était là. Sur la caisse enregistreuse, il y avait « Cherche urgent, jeune vendeuse nourri-locher ». J'ai demandé à la patronne, je dis écoutez, ça m'intéresse. Puis elle a dû me voir avec ma petite valise. Donc je lui ai raconté un gros bobard, que j'avais presque 17 ans, qu'on devait venir me chercher à la gare, mais qu'en fin de compte, on n'est pas venu, que je ne savais pas où coucher le soir. Et elle a appelé sa petite vendeuse qui était derrière, qui devait partir que le lundi. Et elle lui a demandé si elle acceptait que je couche avec elle le soir. Et voilà, j'ai commencé à travailler comme ça. Vous vous rappelez ce que vous achetez avec votre première paye? Avec ma première paye, je vais vous faire rire, j'ai acheté des bas. Parce qu'à l'époque, c'était des bas. Et mais le problème, c'est que je les ai jamais mis parce que je ne savais pas comment ça se mettait. Donc vous êtes passé quand même d'un monde de barbarie, de perversion, de violence. Et là, vous êtes dans un monde tout à fait autre. Oh ben merveilleux, merveilleux. Du coup, c'est merveilleux. Ah ben c'est merveilleux. Pourtant, je travaillais du matin au soir, mais le midi, je mangeais.
à la table de la patronne, avec l'ouvrier en plus. Je mangeais ce que je voulais. Et c'est surtout que le week-end, enfin le dimanche, je n'avais rien à faire. Le plus beau jour, c'est le jour où elle m'a remis une enveloppe et elle m'a dit « Tiens, c'est pour toi ». Donc bien sûr, je ne l'ai pas ouvert devant elle, ça ne se fait pas. Je ne savais pas trop ce que ça pouvait être. Et c'était ma première paye. Mais là, franchement, je n'ai pas compris. J'étais nourrie, j'étais logée, je travaillais vraiment très peu par rapport à ce que je faisais avant, et en plus, on me donnait des sous. C'est vraiment merveilleux. Et là, c'est vrai que je me suis dit que la boulangerie, c'était pas trop mon truc, et je me suis mise à acheter le journal. Et là, j'avais vu recherche femme de ménage, pareil, nourrie, logée. Et moi, le ménage, c'est ce que je savais le mieux de faire. Et voilà, et j'ai changé de travail comme ça. Comment vous êtes devenue maman? Ça, c'est un peu... Bon, après avoir travaillé chez des médecins, c'est un épisode de ma vie qui a été très dur. J'ai eu une méningite, je suis épileptique, enfin bon, bref, certainement dû à ces caresses et tout, mais bon, ça, c'est pas grave. Et je me suis retrouvée en foyer, puisque à l'époque, j'avais pas 21 ans. Je n'ai pas voulu dire où était mon père, même si j'ai su qu'il l'avait retrouvé parce qu'il a signé les papiers d'abandon. Donc, voilà. Donc, j'étais en foyer. Et à l'époque, les foyers, c'était, les alcoolos, voilà. Et moi, j'étais là, une petite fille. Nous étions 3 comme ça, dont j'ai retrouvé une de mes anciennes collègues. Il y avait Nicole, Lucette et moi, où on était vraiment à part des autres, qui étaient à la mode, maquillés, enfin j'en passe. Et Lucette avait un petit ami qui était pompier, et un jour m'a invitée à venir avec elle, et son ami avait un ami, et voilà, j'ai connu André comme ça. Et un week-end, nous sommes allés au bois, et ce qui devait arriver arriva, sauf que je m'en souviens absolument pas. Je me rappelle très bien d'être partie me promener au bois, d'avoir mangé une crêpe à la crêperie tous les 4, qu'on a bien rigolé et tout. Sauf que 3 mois après, j'ai appris que j'étais enceinte et je ne savais pas. À cause de la crêpe. Voilà, ça doit être ça. Mais voilà, je me rappelle absolument pas. Vous décidez de garder cet enfant? D'abord, je ne savais même pas que je pouvais ne pas le garder, déjà et d'une. Je connaissais rien, je savais même pas comment je l'avais faite, donc voilà. Donc oui, j'ai eu ma petite puce, et voilà. Et justement, cette puce, vous allez avoir un instinct maternel, vous qui n'avez jamais connu ça. Si, vous l'avez connu finalement entre 9 mois et 6 ans. Oui, voilà. Et puis avec votre sœur. Et puis avec ma petite sœur, où j'étais sa mère, entre guillemets. Alors, j'ai envie de dire, oui, j'ai eu tout de suite l'instinct où c'est... Alors, j'ai envie de dire, c'est mon bébé, mais en même temps... Après, adulte, c'est ma chose, c'est mon objet. Voilà, j'ai tout fait pour elle. D'ailleurs, si elle a un sale caractère, elle le sait, je lui ai toujours dit, c'est à cause de ça. Je lui ai toujours tout fait. Elle a voulu une voiture à pédales, elle l'a eu. Parce que, voilà, je ne savais pas ce que c'était d'être vraiment maman. Maman, c'est savoir dire non aussi. Et je n'ai jamais su dire non à ma grande, parce que, voilà, pour moi, mais même moi, adulte, je ne sais pas dire non. J'ai appris un tout petit peu depuis que j'ai écrit mon livre. J'ai commencé à... Mais je ne sais pas dire non. Parce que pour moi, le non, ça fait trop mal. Donc avec ce que vous aviez vécu, finalement, ça fait de vous une maman très, très permissive, parce qu'il n'est pas question de faire du mal, de contrarier, donc. Ça a fait ça avec ma grande. Jusqu'au jour où je me suis aperçue que, quand même, elle me faisait tourner en bourrique, puis que j'étais un peu plus adulte, et puis que... Donc, voilà. Donc, j'ai décidé d'avoir d'autres enfants. Alors, on va parler des autres enfants tout à l'heure, parce que ça, c'est très important. Et Jean-Pierre, vous aussi, vous êtes devenu papa très jeune, 24 ans. C'est ça. Dans quelles circonstances? Un accident. En mangeant une crêpe. Non, une histoire d'amour, une rencontre, une étudiante, voilà, qui est devenue ma femme, et avec qui j'ai eu un enfant qui s'appelle Charlotte, et qui est très bien aujourd'hui, en plus. Non, ça a été... alors, j'étais pas encore très bien équilibré, je dirais, parce que j'ai eu cet enfant, 1 an après, on se séparait. Parce que j'étais encore un peu foufou, forcément. Je me cherchais toujours. Mais j'ai gardé de très bonnes relations avec elle, on se voit assez souvent, et ma fille a très bien grandi. Aujourd'hui, elle est installée aussi. Elle a 35 ans, elle a 3 petits garçons, et elle vit en Espagne, donc je fais des allers-retours. Mais c'est très fusionnel entre ma fille et moi, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que ma fille a découvert mon passé plus tard, donc
Voilà. Elle n'a pas connu sa grand-mère, forcément. Alors justement, sa grand-mère, votre mère, celle dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait 9 enfants, Voilà. et qui a vécu donc avec ce beau-père tyran. Vous disiez, elle faisait des dépressions. À un moment donné dans votre vie, il y aura un avant, un après, vous allez découvrir qu'elle s'est donnée la mort. Oui. Vous la prenez comment? Je l'ai appris, j'étais barman dans une boîte de nuit. Il était 5 h du matin, le téléphone sonne à la boîte. C'était la médecine légale qui téléphonait. Et ils me disent, voilà, vous êtes M. Boudard-Jean-Pierre? Je dis oui. Je dis, écoutez, on a besoin que vous identifiez le corps de votre maman. Comme ça. Hein. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent, voilà. Votre maman s'est noyée, s'est jetée, s'est suicidée. Donc l'erreur que j'ai faite aussi ce jour-là, que je le regrette fortement, c'est que je suis allé voir son corps. C'est une image que je n'oublierai jamais et qui m'a fait beaucoup de mal. Donc je découvre ce corps-là, c'est l'effondrement total. Surtout que je ne la voyais pas beaucoup. Quand ma maman s'est suicidée, je ne suis pas allé à son enterrement. Parce que ce mec-là n'avait tellement... Il avait une telle emprise chez moi, alors que j'ai fait du sport de combat, j'aurais pu réagir. J'étais paralysé. Donc je ne suis pas allé à l'enterrement de maman, que je l'ai fortement regretté. Ça m'a beaucoup travaillé. De toute façon, quand maman s'est suicidée, après j'avais à peu près 30 ans, je suis parti vivre en Martinique. Le jour où je suis arrivé en Martinique, peut-être 2 jours après, j'ai commencé à avoir des symptômes de vertige, j'arrivais plus à respirer, des angoisses, et là j'ai vécu l'enfer. J'avais une claustrophobie énorme, pu prendre la voiture, j'ai laissé la voiture sur la route, je pouvais pas aller dans un sous-sol, je pouvais pas prendre l'ascenseur. Alors pour me baigner, je vous raconte même pas, je pouvais plus aller loin, terminé. Mais des angoisses énormes. Hein. Je buvais à ce moment-là du rhum, de la bière, je prenais des cachets, c'est parce que j'étais chez un médecin, il m'avait des médicaments. Et encore une fois, j'ai rencontré des gens qu'il fallait. Moi, ma fiancée de l'époque était partie en Thaïlande. J'étais dans une cabine téléphonique, j'étais effondré, j'étais avec elle au téléphone. Dépressif, quoi. Et puis là, 2 personnes, un couple tape sur la cabine téléphonique et me dit « Monsieur, ça va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» J'ouvre la cabine et je pleure. Et je leur explique. Et ces gens-là, c'était des Nantais qui faisaient leur dernière année de médecine en Martinique. C'était des vates. Et puis ils m'ont emmené chez eux, puis on a discuté. Et du jour au lendemain, je suis passé à la médecine douce. Et j'ai travaillé à la médecine douce. Et c'est comme ça que Voilà. Mais ça a duré longtemps. C'était très long. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Et j'ai mis 10 ans à découvrir pourquoi tout ça. Et pourquoi aujourd'hui? C'était dans mon subconscient. À un moment, j'étais chez moi avec des amis, on dînait et poum, plus d'angoisse. C'est parti. J'avais des coups. En fin de compte, là, je pense que je me noyais certainement dans mon subconscient. C'est pour ça que l'eau, je vous raconte encore aujourd'hui, hein, la mer. Je l'ai encore, ça. Par contre, les bus, tout ça, je prends l'avion, je prends le bus, tout ça, c'est reparti. J'ai plus d'angoisse, je suis bien, je mange bio, je suis devenu un autre personnage. D'accord. Mais Géraldine, encore une fois, Jean-Pierre n'est pas votre patient, mais ça vous surprend de savoir que finalement un être humain qui a surmonté tout ça, à la dure, si on veut dire, hein, il y a toute cette enfance-là et l'instinct de survie, à un moment donné, il faut que ça rejaillisse, le corps nous parle. Bien sûr. Pour pouvoir tenir et traverser toutes ces épreuves, on est obligé de refouler. Donc on entasse quelque part. Moi, j'ai souvent pour habitude d'utiliser l'expression sous le tapis. Donc c'est comme si on mettait plein de trucs sous le tapis parce qu'il faut avancer. Et un jour, il peut y avoir un événement qui fait que, clac, on soulève le tapis. Et donc c'est tout ce qui remonte. Et les angoisses, c'était ça, quoi. Et le décès de votre mère a été le point déclencheur. Il y a souvent un événement à un moment donné de notre existence qui va ouvrir la porte sur l'inconscient. Et alors là, il y a tout qui remonte. Et en effet, une thérapie permet d'aller regarder chaque élément. Donc on va reprendre tous les objets et on va les remettre à leur place pour pouvoir reprendre une vie... Moi, la psychanalyste qui s'occupait de moi, elle était très forte, je trouve. Elle m'a sorti de là et elle m'a appris à mettre dans la poubelle. Voilà. À oublier. J'ai eu du mal à faire ça. Hein. Dans la poubelle. Moi, je dis souvent, je donne des conseils à des gens, maintenant, je leur dis, mets dans la poubelle. C'est la meilleure façon de t'en sortir. Si tu fais pas ça, tu t'en sors pas. Parce que j'étais fort encore à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je comprenais rien, là.
savez, quand vous avez des angoisses comme ça, vous êtes gêné, vous n'êtes pas bien, vous pleurez devant tout le monde. C'est de la dépression, enfin. Et puis c'est incontrôlable en plus. Donc Ouais. on se demande qu'est-ce qui se passe. Et C'est les encore gens- plus paniquant. Et les gens qui ne connaissent pas ça, qui vous disent « Ah, t'es dépressif, mais non, t'es fatigué, repose-toi ». Si vous n'êtes pas passé par là, impossible de comprendre. Il faut passer par une dépression pour comprendre ce qui se passe dans la tête. France, on a parlé de la maman de Jean-Pierre. Vous, c'est génitrice. Vous avez eu besoin, à un moment donné de votre vie, de la revoir. Oui, voilà. Quelles attentes à ce moment-là? Ben, bon, je savais très bien que j'aurais pas une maman parce que j'en ai eu une et j'en voulais pas d'autre. Mais c'était pour que ma fille ait une grand-mère. Donc c'était surtout pour ça. Et bon, elle n'a jamais été une grand-mère pour ma fille, donc voilà. Mais je l'ai côtoyée pendant 5-6 ans peut-être, où elle venait de temps en temps, mais bon, je voyais bien que j'étais pas comme ses autres enfants. En plus, voilà, la première fois où je l'ai vue, c'est comme si on était invité chez un voisin, quoi. Il y avait du poulet haricots verts, j'avais mes 2 frères et ma sœur et mon beau-père qui étaient là, mais on a parlé de la pluie, du beau temps. Moi, j'avais envie de plein de questions, j'avais envie de plein de... Mais bon, rien, mais bon. Je voyais quand même que elle n'était pas une pute, que j'étais une bonne femme, bien sous tout rapport, enfin bon, voilà. Mais quand même qui avait abandonné sa môme. Voilà, ça c'est quelque chose de... Je me suis toujours dit que si j'avais été élevée par eux, j'aurais pas subi ce que j'ai subi. Elle n'a jamais mis de mots. C'est-à-dire, en fait, elle avait fait Non, d'autres non, non, enfants. c'était pas de sa faute. C'était mon père qui m'avait caché, qui voulait pas que je la rencontre, pendant qu'elle savait très bien où étaient mes grands-parents. Si elle allait voir ma mémé, elle lui aurait dit où on était. Voilà, donc là, oui, là, je lui en veux. Elle était partie finalement parce qu'elle avait rencontré quelqu'un. Oui. Elle est avec son mari actuel, d'ailleurs, où elle a eu d'autres enfants. Et c'est de là que l'autre m'a toujours dit, de toute façon, c'est pas ton père. Parce qu'elle pensait que quand ma génitrice est partie, elle était enceinte d'une de mes petites sœurs déjà. Donc, voilà. Mais bon, oui, je lui en veux. Vous avez fait 2 autres enfants. Oui. Mais cette fois, vous vous rappelez comment vous les avez fait? Oui. Avec oui, l'amour là. de votre vie. Voilà, exactement. C'était un monsieur que j'ai rencontré très bizarrement aux allocations familiales, où on faisait la queue. Et puis, alors je précise que c'était un monsieur de couleur. C'est très important parce que j'ai toujours eu peur des hommes. Ça va un peu mieux maintenant, mais bon, voilà. Alors pourquoi vous dites qu'il est de couleur? Qu'est-ce que ça va avoir dans l'histoire? Parce que j'ai pas peur des hommes de couleur, Parce qu'il ne ressemble pas à votre grand-père. ni à mon géniteur, voilà. Et c'est particulier parce que vous allez faire ces 2 enfants avec quelqu'un que vous avez choisi, mais vous lui demandez de ne pas reconnaître les enfants. Oui. J'ai pas voulu qu'ils reconnaissent les enfants. Parce que déjà, à l'époque, c'est la personne qui reconnaissait l'enfant qui avait les droits. Moi, il était hors de question que mes enfants soient élevés par quelqu'un d'autre, ou voilà. Donc, voilà. Donc, Mais ça ne lui a pas posé problème, lui en tant que père? alors non, dans la mesure où... Alors, on ne vivait pas ensemble. On se voyait que de temps en temps. Il faisait ses études d'avocat en France. Et je savais inconsciemment qu'il avait certainement une femme et des enfants en Afrique. Donc, voilà. Mais voilà, ça a été le seul et unique amour de ma vie. Et voilà, on était... Voilà. Mais je vais rebondir sur ce qu'elle dit, madame. Moi, par exemple, ma fille ne porte pas mon nom. Parce que je ne l'ai pas voulu. Parce que c'était le nom de mon beau-père. Ah oui. Elle porte le nom de sa maman. J'aurais été tellement mal qu'elle porte le nom de ce monsieur. Mais je comprends. Et dans votre récit, finalement, donc vous êtes maman de 3 enfants, vous devenez infirmière, Oui. donc un métier d'aide, Oui. et vous allez devenir, comme cette maman Rousseau qui vous a élevé pendant 5 ans, Oui. vous allez devenir quoi, une maman pour la DAS. Alors, pas pour la DAS, parce que c'était pas officiel, mais oui, j'ai eu d'autres enfants, dont surtout une qui vit en Auvergne, que j'ai eue petite. Une de mes collègues, José, s'occupait d'une petite gamine de la DAS. Et quand elle travaillait, j'étais en repos et vice-versa. Donc Virginie venait tout le temps à la maison, en vacances et tout. Puis bon, il y en a eu plein d'autres, puisque quand la dernière de mes filles, Marie, est née, elle est restée en réanimation très longtemps. Donc j'ai arrêté mon travail et
je me suis mise à garder des enfants parce qu'il fallait bien que j'assume les repas et tout ça. Et beaucoup de ces enfants-là, je vois encore, m'ont tous appelé dans un premier temps, c'était Tata. Maintenant, leurs enfants m'appellent Mamie France. Mais bon, voilà, j'en ai élevé plusieurs, et puis, mais parce que je voulais plein d'enfants. Voilà, et c'est comme ça. Et alors, tellement que vous allez adopter encore 2 autres enfants. Voilà, exactement. Le bon Dieu a fait que je ne pouvais plus en avoir. J'ai jamais su vraiment pourquoi. Et donc, j'ai adopté mes 2 loulous. Le premier, Jean-David, il avait 3 mois. Je me suis tournée vers un enfant handicapé parce que je me dis que les enfants dits normaux seront tous adoptés bébés. Mais les enfants un peu différents, non. Alors moi, dans un premier temps, j'avais envie, je me portais plus sur un handicap physique, parce que pour moi, l'intellectuel, j'en ai tellement manqué, c'est tellement important pour moi que l'enfant... Et puis, mon mari que j'avais avait une jambe en moins. Il m'a toujours dit, ah non, moi, je ne supporterais pas de voir mon enfant mettre sa jambe comme moi, ou voilà. Et je me suis tournée vers on s'est tourné vers la trisomie, parce que à l'époque, je gardais une petite fille qui s'appelait Margot, et sa maman connaissait une dame qui était à l'association Emmanuel, qui font adopter les enfants trisomiques et différents. Donc voilà, donc on a adopté Jean-David. Et puis Mathias était un peu plus grand, et Mathias, c'était pour que Jean-David soit pas tout seul. Donc automatiquement, ça a été le même handicap, et même si mon Mathias, c'est pas que trisomique. Il est un peu autiste, il est un peu psychotique, il est un peu tout ça. Mais bon, voilà. Donc, voilà, j'ai mes 2 loulous à la maison qui ont maintenant 27 et 24 ans. Courageuse. Non, alors, si. Quand on me dit ça, ça me fait toujours un peu sourire. Ah non, mais courageuse dans le sens, ils avaient du cœur, quoi. C'est pas, oui, tout le monde ne le fait pas, ça. Hein. Je crois que c'était surtout pour réparer ce qu'on m'a fait. Ouais, je pense aussi, ouais. Pour me réparer. Pour que je sois enfin une bonne maman, chose que j'ai jamais été convaincue d'être. Et voilà, c'est naturel. Si j'avais été beaucoup plus jeune, d'ailleurs, à l'époque, j'en aurais certainement eu d'autres. Plus. Voilà. Mais bon, là, j'ai affaire avec mes 2 grands loulous, c'est pas simple. Donc Géraldine, France avait connu le rejet, et finalement, elle va s'intéresser à ceux qui sont rejetés. Oui, en effet, pour réparer la petite fille blessée, et en vous écoutant, France, je me disais... Dans votre témoignage, c'est vraiment l'illustration qu'à un moment donné, on a le choix. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont choisir telle route ou telle autre, et les résilients choisissent la route de la reconstruction, de la guérison, par des biais qui sont souvent par le don. En tout cas, il y a des personnes qui vont choisir de faire de ce qu'on leur a fait quelque chose de positif, de constructif, de positif pour eux, mais aussi de positif pour d'autres. Hein, c'est vraiment ce que vous avez choisi de faire. Oui, mais moi, je crois des fois, je me dis, je suis un peu égoïste. C'est bien. Parce que j'ai fait, pour me reconstruire. Alors, bien sûr, mes loulous sont heureux. C'est de l'amour, ça. Oui, mais enfin, pour moi, personnellement, ça m'a réparé. Il faut beaucoup de personnes comme vous égoïstes, alors. Voilà, moi, ça a été étudié scientifiquement. On sait que l'altruisme rend heureux. Donc, moi, ça vous rend heureuse. Moi, je peux dire que je suis heureuse. Voilà, moi, je suis heureuse. Avec mes loulous, mes petits-enfants. Vous aviez une sorte de phobie, c'est que vous ne vouliez pas, à cause effectivement de cette belle-mère que vous avez eue, infliger un beau-père à vos filles. Ah ouais, non. Mais finalement, vos filles, vous leur avez fait connaître un beau-père. Oui. Et ça s'est bien passé là, vous avez conjuré le sort. J'ai conjuré le sort. Alors, je lui avais fait faire un petit test avant quand même. Bon, il savait que j'avais 3 enfants, hein, bien sûr, je ne l'ai jamais caché. Mais il ne savait pas que j'avais 2 enfants de couleur. Et il y a beaucoup de personnes âgées racistes, malheureusement. Et il n'était jamais monté chez moi. Et chez moi, j'ai un grand portrait de mes 3 filles, dont 2 de couleur, effectivement. Et je m'étais dit dans ma tête, si jamais il me fait une réflexion sur le fait que j'en ai 2 noirs, c'est la porte. C'était vraiment ce que je m'étais dit. Hein. Et il les a vues, je fais, t'as vu, voilà, ça c'est mes filles. Il me dit, oh, elles sont trop mignonnes. Bon, il avait gagné. Et donc, du coup, il a eu sa place dans la famille. Il a eu sa place dans la famille parce que les enfants l'ont accepté, parce que les filles l'ont accepté, parce que, voilà, sinon, il n'aurait pas eu de place. Voilà. Alors ça, c'était votre manière à vous de rendre, Jean-Pierre. Et aujourd'hui, donc, vous avez trouvé votre place dans l'immobilier.
Voilà, vous avez la sensation que vous êtes fait pour ça? Oui, c'est sûr. C'est sûr? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai ouvert 9 agences immobilières quand même. Je suis propriétaire de tous mes murs, hein. C'est une fierté? Ah oui. Quand on vient nulle part, c'est une fierté? Oui, je ne l'ai pas fait seul, mais je l'ai fait avec ma compagne. Et oui, c'est une fierté. Quand vous venez un peu de la rue, vous avez toutes ces difficultés de vie, de parcours difficiles, et que vous êtes dans l'immobilier. Je vous dis pas, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai acheté ma première maison, ça a été... Puis c'est une... Alors, la chose que j'ai très peur aujourd'hui aussi, je suis monté, c'est vrai, mais j'ai très peur de redescendre. Ça me... Alors, tous les jours, j'y pense, et je fais tout pour ne pas retomber. Et ça voudrait dire quoi, retomber? Redevenir, ne plus, symbolique. Plus rien avoir. Ça fait très peur, parce que j'ai dû quand même creuser la terre pour faire tout ça. J'ai pas été seul, j'ai rencontré... C'est les 3 femmes qui m'ont fait évoluer dans... Puis je dois beaucoup aux femmes, de toute façon, en général. Mais les 3 femmes que j'ai rencontrées, elles ont été merveilleuses. Et la dernière, surtout, avec qui j'ai fait tout. Et puis je suis devenu chef d'entreprise. Je vous dis pas, vous imaginez, moi qui viens de la rue, quand j'ai eu les employés, on est monté à 60 employés à peu près. Quand je devais faire des réunions, j'étais très maladroit. La rue me rattrapait de temps en temps, donc j'avais des propos qui n'étaient pas adéquats. J'aurais dû prendre un coach, me faire coacher. Ma femme a dû me parler énormément. Je suis allé voir une psy. C'est quoi votre méthode à ce moment-là, si on vous laissait faire? Ma méthode du départ? Oui. J'étais cash. C'est pas, je disais à un employé, bon, tu vas venir me voir dans mon bureau. Non, c'était, j'allais dans son bureau, puis c'était tout de suite. C'était très maladroit. Voilà, il fallait maintenant. Aujourd'hui, je sais comment faire D'accord. et redire les gens. Ce qu'il faut, c'est que vous avez souffert d'un beau-père tyran, ouais. Et vous êtes devenu beau-père à votre tour. Oui, alors voilà, j'allais en parler justement avec France. Je suis devenu beau-père, et c'est vrai, j'ai eu 3 vies de couple. La première, j'ai eu une fille, Charlotte. J'ai eu une deuxième vie de couple avec Anne, qui avait, quand je l'ai rencontrée, elle avait un fils de 6 mois. Donc je l'ai gardé pendant 10 ans. Donc c'est moi qui l'ai amené à l'école, tous les jours, qui lui faisait à manger, on partait en vacances ensemble. Je lui ai changé sa couche, tout, la totale. Après, bon, on s'est séparés, on est restés très amis. Et ensuite, j'ai rencontré ma femme que j'ai épousée, parce que je me suis marié qu'une seule fois, hein, je précise. Et j'ai fait un mariage en grande pompe, hélicoptère, château, princesse, quoi. Et puis, elle avait 2 filles, et Alison et Laetitia, voilà, je les ai un peu élevées pendant 20 ans. Je suis un bon beau-père, en tout cas. Et encore aujourd'hui. J'ai donné de l'amour, du temps. Vous avez été attentif, en tout cas, à par produire, encore évidemment. Et encore aujourd'hui, même si c'est mes belles filles, elles sont grandes. Hein. Il y en a une qui est psychologue, il y en a une qui est journaliste. Voilà. Et puis ma fille Charlotte, qui est chef d'entreprise. Donc je suis assez fier de tout ça. J'ai participé à tout ça. Et puis vous savez, comme moi, je visite beaucoup de maisons, et quand je vois des familles qui s'entendent super bien, des frères et sœurs qui s'aiment, qui se tendent la main, je suis très, très envieux. De toute façon, quand je vois des films, je suis très sensible, je pleure facilement. J'aurais adoré avoir une vie de famille, parler avec mon père, parler avec ma maman, discuter, échanger. C'est ce que j'ai fait avec mes filles. Hein. On échange de tout. On se parle de tout. Il n'y a pas de tabou. Bon. Et ça c'est magnifique. On va voir dans un instant, effectivement, ce que vous faites, parce que vous n'avez pas oublié ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. Mais Géraldine, donc finalement, Jean-Pierre et France nous disent c'est possible. C'est possible de ne pas reproduire, c'est possible d'avoir aucun point de repère, de ne pas avoir d'amour, de ne pas avoir d'affection, et d'être capable aujourd'hui d'élever des enfants et d'être un beau-père, finalement. Toujours avoir espoir. Il y a toujours une possibilité de rebondir, de faire des choix en notre faveur. Il y a toujours des bonnes rencontres, des événements qui peuvent faire basculer les choses alors qu'on pensait que tout était foutu. Je pense que c'est très important de garder espoir en se souvenant que nous sommes dans un processus vivant, et donc un processus, et donc un mouvement. Il va forcément se passer quelque chose, puisqu'il y a... une impermanence des choses. Donc, la pire des périodes, à un moment donné, va cesser. Et en même temps, on a la sensation que pour qu'il y ait, dans le cas de Jean-Pierre et de France, de la résilience, il faut des conditions qui soient réunies. Alors, finalement, comme ça, à vue de nez, j'ai l'impression que parce qu'il y a eu cette maman Rousseau qui a donné de l'affection de 9 mois à 6 ans, donc France a connu quelque chose de positif. Et finalement, vous, c'est cette bande d'étudiants qui va vous recueillir quand vous êtes très très jeune. Est-ce que les conditions, c'est qu'il faut qu'on croise à un moment donné la bienveillance?
Oui, c'est fondamental. Et la qualité du lien, c'est-à-dire qu'il y a eu Maman Rousseau, vraiment une qualité de lien, un lien nourrissant, affectivement nourrissant, et qui a créé une ressource intérieure sur laquelle vous avez pu vous bâtir, vous construire. La qualité du lien plus tard avec des êtres en effet bienveillants, généreux, bien traitants. Aussi, c'est important. Il y a aussi cette capacité à la rêverie qui permet de créer un espace imaginaire, certes, mais un espace ressourçant également, où on peut aller puiser une énergie qui nous permette ensuite d'affronter ce qui est à affronter. Mais en effet, le lien, la qualité du lien de ces êtres qui seront là et qui seront là à des moments essentiels, c'est ce qui va nous permettre d'aller puiser une énergie de vie et un espoir aussi, parce que très jeune, on va se dire, si des êtres comme ça existent, c'est que d'autres peuvent exister. Mmh. Et donc, je peux continuer avec cette envie d'en rencontrer encore d'autres. Alors, on va continuer cette conversation ensemble. On va voir pourquoi c'était important pour vous de raconter votre histoire. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Mais Jean-Pierre, on va regarder un reportage, parce qu'effectivement, vous êtes dans l'immobilier, mais au fond, vous avez fait le choix de faire un immobilier, en tout cas une partie, de quelque chose de très particulier, parce que c'est de l'immobilier altruiste. Vous hébergez des gens qui connaissent la rue. Oui, ouais, depuis... C'est pas par hasard, parce qu'on se rappelle que vous l'avez connu. Depuis 16 ans à peu près. Ben voilà, quand j'ai démarré dans l'immobilier, bon, j'ai vite évolué. Comme je disais, j'ai racheté la boîte de mon patron. Ensuite, j'en ai créé une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusque 9 agences. Et j'ai acheté 2 immeubles, un à Lorme et un à Lambarsart. Et quand j'ai récupéré le premier immeuble, il était pratiquement vide. C'était un bistrot en dessous. Mais le deuxième, par contre, c'était une banque qui était en bas, dans un quartier chic de Lambarsart. Et en haut, il y avait 10 chambres. 10 chambres dans un état lamentable, je dirais. Où il y avait beaucoup de choses à refaire. Et quand j'ai acheté cet immeuble avec mon épouse, on a rencontré ces locataires qui étaient là. Ben, il y avait de tout, des alcoolos, drogués... Voilà, des gens très mal dans leur peau et dans leur tête. Et quand j'ai discuté avec eux, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire. Soit parce que je pouvais les mettre dehors. Et puis à un moment, j'ai discuté avec ma femme et puis je me suis dit, bah, écoute, moi j'ai connu un peu la rue, je sais ce que c'est de dormir dehors, tout ça. Je les ai vus, on va changer les règles et on va les garder, et on va améliorer le quotidien. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté ces immeubles. J'ai rénové, et j'ai rénové leur chambre. Double vitrage, peinture, vasque, toilette, douche, j'ai tout refait à neuf. Bon, vous avez créé en tout cas une sorte de communauté pour ceux qui étaient dans la précarité. Et on regarde, on en parle juste après, vous nous dites voilà, pourquoi ça a du sens pour vous. On regarde. Je viens de faire une baisse de prix, une maison qui était quand même au départ à 210 000 €. Elle a du potentiel, elle a un très beau jardin également. Tu as des rendez-vous pour cet après-midi? Oui, je vous ai préparé tout ce qu'il faut ici, donc les fiches techniques et tout votre bon de visite. D'accord. Bonne journée, à tout à l'heure, bonne visite. Okay. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'immeubles. Et dans certains de mes immeubles, j'héberge 20 SDF. Je leur loue des chambres d'à peu près de 15 mètres carrés, complètement rénovées. Eux, ils ont un loyer à peu près de 92 €. Et ensuite, c'est l'État qui verse la différence. Dans ces immeubles, les règles sont la propreté, c'est priorité, et le respect. Oh, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christophe, ça va? Ça va et vous? Vous allez bien? Je vais faire une petite visite de courtoisie. Y a pas de souci. On va voir si tu vas bien après ta post-cure. Ça me fait plaisir. Voilà. Ça fait du bien. Ça va bien? Christophe, c'est un fils de médecin. Et quand il est arrivé chez moi, il y avait des problèmes d'alcool. C'est un mec vraiment bien. T'as pas besoin de petits meubles, j'ai des meubles en bas dans mon garage. Peut-être un petit, ouais, pour remettre mon linge, parce que du linge, j'en ai plus en plus. Profite-en, parce que j'en ai un double que tu peux virer ça et le mettre là, carrément. Il faut que je monte tout, mais c'est pas un souci. Tu viens de chercher en bas. Avant, j'étais dans la rue, donc j'ai galéré pendant l'équivalent de 8 ans. Et ici, ça fait 4 ans, et ça m'a aidé. Ouais. Ça m'a aidé à me restructurer, à changer. J'ai arrêté l'alcool, j'ai fait des cures, j'ai plein d'objectifs, plein de projets.
Sans Jean-Pierre, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pas pu réaliser. Il y a des moments, je vis mal le fait d'avoir gagné de l'argent. Je sais pas, une honte de dire, voilà, t'as de la chance, toi, eux, non. Ça me travaille souvent, ça. Je me suis mis de mèche avec un supermarché. Et je leur ai posé la question, je dis, voilà, j'ai des SDF qui sont dans le besoin, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez des aliments qui vont être bientôt périmés, que vous allez devoir jeter? Voilà, ça s'est fait comme ça. Choisissez, d'accord? Voilà. Ah, le fromage, tu cherches. Il y a aussi le fromage. Ah, là, c'est les spécialistes du fromage, vous. Christophe, là. Ils me connaissent bien, hein, voilà. Je discute avec eux. C'est pas simplement donner de la nourriture. Hein. Ah, ça nous fait plaisir. Au moins, on a de la nourriture. Parce qu'en ce moment, c'est dur. Hein. Voilà, ça c'est pour les enfants aussi. Moi, je suis là depuis 21 ans, donc j'en connais quelques-uns. Et je les croise tous les jours parce que mon travail est juste à côté. Donc voilà, c'est des gens sympathiques. Une chose, c'est qu'on peut vous dire merci. Hein. Ben non. Ah, si, on peut vous dire Vous savez- merci, je vous le dis. Hein. Thank you very much. Bye bye. See you, hein? See you on the weekend. Oublier d'où je viens, ce serait vraiment manquer de respect aux gens qui m'ont tendu la main, surtout. Donc on n'oublie jamais. De toute façon, on est toujours... je vis avec. Je vous fais réagir dans un instant. Je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Luc, Brigitte Bonjour. et Céline. Bonjour. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce que fait finalement Jean-Pierre aujourd'hui? Bah, c'est cool, enfin, c'est bien. C'est donner pour donner, pas pour... et puis pour... moi, j'ai envie de dire pour se réparer aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. Ça remplace ce qu'on ne nous a pas fait. Vous diriez ça, Jean-Pierre, se réparer d'une certaine manière? Je dirais essayer de rendre ce que j'ai reçu, quoi. De tendre la main également, parce que moi j'appelle ça tendre la main, parce que je suis pas non plus... je suis chef d'entreprise, il faut jamais oublier aussi. Hein, donc je suis dans l'immobilier, forcément. Quand on voit ça, c'est sûr que c'est super sympa. Bon, je suis assez dur aussi, hein, parce que si vous ne l'êtes pas, c'est une cata. Hein, il faut vraiment être là. Je n'habite pas loin de mes immeubles, donc j'y passe régulièrement au moins 5 fois par semaine. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et moi, je veux compter sur eux. C'est-à-dire que moi, quand ils ont un souci, une réparation, c'est très vite fait. Comme je suis maniaque, j'appelle le plombier, j'appelle l'électricien. C'est maniaque, c'est pratique. Ils savent que vous êtes maniaque, c'est pratique. Voilà. Et ce que je veux en retour, c'est qu'ils respectent tout ça. Voilà, le respect, c'est la propreté. De toute façon, pour les SDF, c'est hyper important. Je vais dire encore aujourd'hui que je fasse ça, moi, c'est bien, mais c'est pas à moi à faire ça. Aujourd'hui, il faudrait vraiment créer une réelle émission comme le Téléthon, comme le SIDAction, et amasser des fonds. Mobiliser La population, amasser des fonds, faire des structures. Et pas que pour les loger, il faut aussi... Les loger, c'est une chose, mais il leur faut aussi des psychiatres, des psychologues, parce qu'ils en ont besoin, fortement. Alors, vous savez de quoi vous parlez, parce que vous avez été 8 mois à la rue, vous disiez, donc vous dites un peu par rapport aux gens que vous recevez. Et c'est quoi, justement, qui manque le plus? Le suivi psychologique et psychiatrique. Franchement, ils sont tellement atteints. Vous ne pouvez pas les loger et les relâcher comme ça, parce que c'est une catastrophe. Il faut voir. Hein, moi, il y a des moments, il y en a qui sont chez moi depuis 15 ans, 16 ans, qui ne sont pas spécialement médicalisés, et à chaque fois, je leur pose la question. Je dis, mais réponds-moi, je lui dis, pourquoi tu ne fais rien? Alors là, la réponse est dans le vague. Hein. Ils ne savent pas. Ils sont tellement paumés, ils ont pris une telle habitude. Alors, tendre la main, c'est superbe. Il faut la tendre pour que ça serve à quelque chose. Oui. Il faut leur créer des ateliers de travail pour qu'ils retournent au boulot. Il faut un suivi qui dure leur donner au des moins buts. 1 an, 2 ans. Mais vous, quand vous étiez à la rue, vous étiez très jeune, ça a duré 8 mois. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus, vous? Ma maman. Vraiment. L'amour, Vous savez, quand on vous prend dans les bras, quand on vous dit je t'aime, mon fils, ça m'a... Et ça me manque encore aujourd'hui.
Voilà. Moi, ma fille, quand je la vois, c'est dans mes bras, et mes belles-filles, c'est pareil. Hein. Vous faites partie des parents qui disent je t'aime? Ah ouais, mais tous les jours. Ça ne me pose aucun problème. Hein. Je n'ai pas de problème pour m'excuser, de reconnaître mes erreurs. Voilà. Et je n'ai pas de problème pour dire que j'aime. Et quand je suis con, je le dis aussi. C'est comme ça. Et je fonctionne comme ça. Voilà. France, vous reconnaissez dans cette manière de fonctionner? Oui. Vous dites je t'aime facilement? Non. Alors, moi, par contre, non. Je le montre, mais j'ai beaucoup de mal à dire je t'aime. Parce que je ne sais pas en vrai pourquoi. Mais bon, mes filles le savent. Des fois, je lui dis, mais tu le sais bien que je t'aime. Parce que mes filles me le disent. Maman, je t'aime, maman. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à dire je t'aime. Peut-être parce que je ne l'ai jamais entendu, je ne sais pas. Tout à l'heure, vous disiez, vous ne savez pas dire non. Non, je ne sais pas dire non. Alors, apprenez à dire je t'aime et à dire non. C'est hyper important. Bah oui. Mais vous êtes agent immobilier, vous n'êtes pas psy. Alors là, je vais rebondir là-dessus. Quand vous avez vécu dans la rue longtemps, que vous avez le parcours que j'ai eu, vous devenez psychologue quelque part. Moi, je sens les gens. Ouais. Mais vraiment. Ouais, c'est cette intelligence relationnelle, ce feeling particulier que vous avez. Quand on a vécu le pire, ça rend quoi? Hypersensible à la souffrance des autres? Pas forcément. Je pense ensuite que c'est aussi une question de personnalité. Mais il est vrai que quand même, quand on a vécu des choses difficiles comme celle-ci, ça rend plus compréhensif. Il y a une capacité d'empathie. De compréhension de l'autre, de réflexion sur, de comprendre certains actes, voilà. Alors Céline, tu vas nous parler de quelqu'un qui effectivement a connu des choses douloureuses. Douloureuses. Je vais vous parler d'une survivante. Et qui a décidé de transformer ça. Oui, voilà. Je vais vous parler de Malika Bellarib. C'est une survivante. Elle est née à Nanterre, d'une famille d'immigrés algériens. Son papa c'était un tout petit épicier. Elle avait 6 frères et sœurs, voilà. Et à 3 ans, sa vie bascule. Elle a un accident, elle se fait renverser par un camion. Elle se retrouve dans le coma avec les hanches fracturées, les jambes fracturées, la peau arrachée. Et commence pour elle un très long moment où elle va enchaîner les hôpitaux, les maisons de repos, les périodes de convalescence, les grosses opérations, les greffes de peau, les reconstructions. Et à chaque fois, on lui dit qu'elle ne marcherait plus jamais. Donc elle va se battre, hein, forcément. À 6 ans, elle tient debout. À 10 ans, elle marche enfin. Donc déjà une première victoire. Mais pendant tout ce temps-là, elle a perdu contact, pied avec sa famille. Et elle va se reposer, son premier ancrage. Modeste, hein. Exactement, famille très très modeste. Premier ancrage, c'est les sœurs de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, les religieuses, qui vont l'accompagner pendant toutes ces années, toute cette période-là. Et ce qui va finalement changer sa vie, c'est la musique. Alors, dès qu'elle peut, elle prend son fauteuil roulant et elle va à la chapelle de l'hôpital. Et là, elle écoute les cantiques, elle écoute les sœurs qui chantent. Et comme elle le dit elle-même, elle a l'impression qu'elle peut voler. Qu'enfin, elle n'a plus toutes ses douleurs, elle n'a plus ses jambes. C'est de l'évasion, quoi. Ça y est, ouais. C'est cette évasion-là. Alors, à l'école, elle travaille, elle essaye de faire des études de comptabilité, elle enchaîne les petits boulots. Et elle a un autre drame familial qui arrive alors qu'elle a 21 ans. Et là, rien, elle ne peut pas se raccrocher à sa famille, elle s'en sort pas. Et la seule chose qui lui vient en tête, c'est cette musique dont elle se souvient, qui s'est imprégnée pendant tous ces moments où elle pensait que sa vie ne pourrait pas aller mieux. Et elle se dit, c'est ça. Finalement, ma vie, c'est la musique. Je veux chanter, je veux devenir cantatrice. Donc, elle a 21 ans, elle va au conservatoire, elle démarre ses études. Et elle se rend compte que c'est un peu plus difficile que tout ce qu'elle imagine, parce que c'est un milieu élitiste, c'est de la musique classique. Elle n'a pas cette culture, forcément. Elle n'a pas cette culture, elle se heurte un petit peu au racisme ou à une certaine discrimination. Donc elle se dit, ok, c'est pas grave, j'ai fait le pire, ça y est, je sais marcher, j'ai vécu dans des conditions très difficiles, ma famille n'a pas d'argent, je vais créer mes propres spectacles. Donc elle se lance dans des spectacles, et ce qu'elle fait, c'est assez incroyable. Donc on la voit là, c'est elle. Elle crée des tas de concerts. Elle se retrouve à Creil, dans l'Oise, petite ville, dans un quartier un peu défavorisé. Et là, elle voit que les choses n'ont pas tellement changé par rapport au Nanterre qu'elle connaissait quand elle était petite, par rapport à ces quartiers où il y a des barres d'immeubles, de la terre battue au sol, puis des enfants qui traînent. Elle se dit, en fait, voilà, non seulement je veux chanter, mais en plus, je veux amener la musique à toutes ces personnes-là, à ces personnes qui n'ont pas accès à ce rêve, à cette joie, à ce bonheur, à cet espoir. Donc elle crée une association qui s'appelle Voix en développement. Et le principe de cette association, c'est d'accueillir des enfants et des femmes dans des situations précaires ou difficiles et de leur faire monter des opéras et de les emmener avec ces opéras
partout en France, voire en Europe. J'avais vu ça, il me semble bien. Voilà, donc on la voit là avec toutes ces femmes. Donc c'est une fois par semaine des ateliers de 2 heures où ces femmes-là qui ne sortent pas de chez elles, qui ont l'habitude en plus d'avoir un modèle masculin qui représente l'autorité, mais là elles se retrouvent sous l'autorité d'une femme qui leur dit mais toi tu vas monter sur scène, toi tu vas porter ta voix, toi peut-être qu'on va te déguiser ou t'habiller pour faire un opéra, puis tu vas être fière et tu vas aller sur scène dans ton quartier, mais aussi à l'autre bout de l'Europe. Et on va travailler pendant 9 mois ou pendant 18 mois. C'est des séquences, c'est ou une année scolaire ou 2 années scolaires, selon la difficulté de l'opéra. Et ils sont accompagnés par des musiciens professionnels, par d'autres chanteurs professionnels. Et il y a vraiment une vraie reprise de confiance. Et il se passe la même chose pour les enfants. Souvent, c'était des enfants qui étaient en décrochage scolaire, dont les parents ne s'occupent pas ou n'ont pas le temps de s'occuper. Et ils reprennent goût à l'apprentissage, ils mémorisent, ils se concentrent, puis ils découvrent le plaisir, tout simplement. Je vois Jean-Pierre qui arrête pas de faire comme ça. Parce que moi, je suis ébloui par ça, parce que moi qui suis né dans un quartier défavorisé aussi, c'est bien qu'il y ait des gens comme elle qui amènent ça dans des quartiers où ils n'imagineraient même pas que c'est possible. C'est ça. Et je trouve ça extraordinaire, et ça devrait se faire bien plus souvent dans les quartiers. Dans les quartiers, il y a des gamins qui ont des talents qui sont inconnus. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui leur dit qu'ils viennent le sortir de terre et qui leur montre que si tu as ce talent-là. Et puis c'est pour toi, c'est pas parce que c'est de la musique classique, c'est pas réservé à une élite, tu peux le faire, tu y as droit. Je crois que c'est aussi sur la musique, il me semble, j'avais vu aussi un reportage sur des quartiers défavorisés où ils font... Mais vous avez raconté des instruments. Ils jouent des instruments. Oui. Vous avez raconté ça tous les deux quand on fait partie d'un monde qui est, par exemple, un milieu défavorisé. Vous disiez, je vais acheter des collants, mais je savais pas comment m'en servir. Vous disiez, j'ai écouté des blagues, mais je savais pas quand est-ce qu'il fallait rire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire de faire un pont entre ces mondes. Et puis, elle travaille sur l'estime de soi, j'imagine. Oui, sur l'estime, sur la transmission, sur le fait de porter sa voix aussi. Moi, je me dis, tous ces gens, c'est des sans-voix, quelque part. Ça. Et là, on leur donne la possibilité d'ouvrir leur bouche, quoi, et de dire ce qu'ils ont à dire. Et ce qui est beau, et puis quand on contrôle sa voix, pardon. Elle n'est pas égoïste. Je veux dire, non. Elle pense pas qu'à elle, quoi. Là, c'est... On me rappelle quelqu'un, tiens. C'est l'ouverture d'un cœur, et c'est magnifique. Moi, j'ai pas cette qualité-là. J'ai pas autant de générosité, je pense. Il y a des gens bien plus généreux. Mais si, c'est vrai. Vous savez quoi? Vous avez fait lever les sourcils à Géraldine qui vous a regardé. Elle est petite, je vous rappelle. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, lever les sourcils quand tu dis ça? Moi, je me trouve égoïste quelque part aussi. Hein. Mais elle a dit la même chose. Je me trouve égoïste. C'est très fréquent. Par rapport à d'autres gens que je croise, et je vois des gens qui donnent des coups de main. Mais... C'est très fréquent de sous-estimer sa capacité à donner. C'est-à-dire que, en tout cas, dans ce que j'entends de votre côté, France et vous, c'est qu'il y a une telle envie de donner que c'est jamais assez. Et ouais, de se dévaluer. Moi, je culpabilise par rapport à ma famille, par exemple. J'ai l'impression de... Peut-être que j'en fais pas, j'ai pas assez fait pour eux. Et... Alors, est-ce que c'est notre parcours qui a fait ça? Parce que quand on est maltraité, on se sent coupable souvent. Oui. Pour une raison mystérieuse. Oui. Quand on a été maltraité dans l'enfance, d'autant plus si on a été maltraité par nos référents, ceux qui sont censés nous donner de l'amour, va y avoir en effet une culpabilité. Ne pas être assez? Il y a une croyance qui est dans le fond de l'inconscient, qui est si j'ai été violentée, c'est que j'ai fait une faute, c'est que j'ai commis une faute. Oui. Donc ce sentiment de culpabilité, il peut perdurer dans l'inconscient comme ça longtemps. Et du coup, on va essayer d'une certaine manière de contrebalancer par des actes. Parce qu'on a besoin de se pardonner à soi-même. Mais c'est avant tout ça. C'est ça. Et c'est ça. Et on l'a vu au sein de cette émission, on en a souvent parlé. Toute victime, on sent qu'elle est toute sa vie, elle sera coupable. Elle se sentira coupable de quelque chose. C'est ce non-amour de soi. Exactement. Qui a vraiment besoin d'exister, d'être développé. Et voilà. Ça n'en fera jamais assez. Et ça n'en sera jamais assez. Il y a un moment donné où c'est important de se dire je ne pourrai pas sauver la terre entière. Je fais ma part. Et cette part, elle est excessivement importante. Et je la fais à ma façon, avec ma sensibilité. Et il est aussi important que je continue à prendre soin de moi. On n'a pas pris soin de moi, mais c'est important que j'apprenne à prendre soin de moi et que je continue à prendre soin de moi. C'est un truc qui vous parle, France? Pas du tout. Pas encore. Pas encore. Voilà. Et vous, Jean-Pierre? Mais alors là, je vais rebondir aussi là-dessus. C'est encore le cas aujourd'hui pour moi, en tout cas. Je suis fortement gêné d'avoir gagné de l'argent. Eh oui.
par rapport à ma famille, c'est terrible dans ma tête. Là, je disais, j'ai aidé un membre de ma famille il n'y a pas longtemps. C'est pas la première fois que je l'aide. Et la dernière fois, j'ai dit non. Et puis, j'ai pas réussi à dormir. Donc, j'ai envoyé l'argent. Parce que je le vis mal. Hein. Je suis gêné par rapport à ça. J'ai une belle voiture, tout ça, ça me gêne. Voilà. C'est vraiment, oui, est-ce que je vaux tout ça, fondamentalement? Oui. Inconsciemment, c'est certainement ça qui joue. Et oui, vous le valez. Oui, vous valez. C'est pour ça que je dis que je ne fais pas assez. Mais il vient de vous le dire, Géraldine. Oui, vous le valez. Oui, vous le valez. Méritez. Bon, en tout cas, est-ce qu'elle obtient de bons résultats? Est-ce qu'on connaît finalement, on arrive à mesurer les conséquences sur tous ces gens qui bénéficient de cette Alors, on initiative? mesure de la joie, on mesure de l'apprentissage, de la concentration à l'école. Et puis surtout, ces femmes, souvent, ça existe depuis 99. Donc, les femmes, elles reviennent. Et elles reviennent accompagnées d'autres femmes. Donc, ça y est, le bouche à oreille fonctionne. Elles sont fières, elles se rencontrent. Ça crée aussi de l'unité dans les quartiers. Et puis, on a un certain nombre qui reprennent une formation, qui reprennent des études. Donc, il y a aussi cette... Quand on contrôle sa voix, on contrôle ses émotions. Donc, si on a été victime ou qu'on est encore victime, eh ben, on apprend à le gérer, ou en tout cas, on l'accepte. Et on reprend contrôle de sa vie, tout simplement. Et ce qu'il y a de beau, c'est que moi, je m'occupe des SDF, ils sont adultes, hein. C'est compliqué. Là, ce qu'il y a de beau dans ce que fait cette dame, c'est de pouvoir prendre des enfants, parce que c'est à cet âge-là que vous pouvez les sortir de là. Les enfants et les mamans, leur apprendre parce certaines choses. Et les mamans, parce qu'elles transmettent à leurs enfants. Donc c'est bien ça, parce que les enfants, ça leur permet de voir autre chose, et puis de voir la vie différemment. Hein. Et ça, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de ça. Les adultes, après, c'est autre chose. Oui. Là, l'amour, c'est quand on est petit, l'apprentissage, c'est quand on est petit. On dit donc toujours... une belle initiative inspirante. C'est une magnifique initiative. Magnifique. Merci, on la félicite. Brigitte, toi, tu voulais me parler d'une autre femme qui, elle aussi, a fait de ses blessures d'enfance une force pour aider les autres. Exactement. Alors, je vais vous parler de Sandrine Rochelle, qui est candidate au prix Solidarité version Femina Europe 1, notre partenaire, et qui, elle, a choisi l'écriture pour s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'elle avait vécu? Elle a été abusée par son père dès l'âge de 6 ans, pendant 11 ans. Jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17 ans, donc. Et à l'âge de 17 ans, elle a décidé d'écrire son ressenti dans des cahiers. Et ça lui a permis exactement, de se libérer, et aussi d'avoir le courage de dénoncer son père et de le voilà. Allé en justice? Il est allé en justice, il a été condamné. Et emprisonné? Oui. Et donc, cette jeune femme, il y a 10 ans, a eu l'idée de créer une association qui s'appelle Vivre Soleil Renaître, qui aide les personnes qui ont été victimes d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Voilà. Comment elle les aide? Comment elle les aide? Alors, l'association offre un lieu de rencontre, d'échange, d'écoute. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont été victimes d'agression sexuelle ou d'inceste ont besoin de mettre des mots sur ce problème, cette horrible chose, et d'être reconnues comme victimes, surtout. Donc, il y a besoin d'échanger, il y a besoin d'en parler. Exactement, et ils ont besoin d'en parler. Et donc, dans ces réunions, on leur permet de s'exprimer, ils parlent entre eux. Ça leur permet aussi de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à mener leur combat. L'association les accompagne au niveau juridique, au niveau psychologique, thérapeutique, oui, et social. Ils les accompagnent même jusque chez leurs avocats, et aussi à la police quand ils ont besoin d'aller porter plainte et qu'ils n'osent pas y aller tout seuls. C'est tellement lourd hein, que... Il faut oser, hein. Dénoncer un parent. Quand c'est le parent, en plus quand c'est papa ou autre... Géraldine, c'est un sujet que vous connaissez, ça, des gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles? Oui. C'est très particulier. Oui, et malheureusement, c'est très fréquent. Très vite, je sens venir une parole qui va être de plus en plus difficile. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir commencer à mettre des mots, à se confier sur ce sujet. Il y a beaucoup de honte également. Et c'est très important de pouvoir être entendu, en effet, d'être reconnu. Parce que mettre les mots, c'est mettre les mots sur les mots, mais ça permet aussi de mettre une distance, c'est-à-dire de commencer à regarder les événements avec un peu plus de recul
ça fait partie du processus thérapeutique. Et de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose, c'est aussi la garantie d'être compris. Absolument, c'est moins dangereux, ça fait moins peur. Si je vais dans un groupe de parole, par exemple, de personnes qui ont vécu aussi la même chose, je suis sûre qu'ils vont comprendre ce que je ressens. Ça sera bienveillant et on va être parmi les semblables. Exactement, et c'est une première étape de pouvoir parler à quelqu'un qui, on sera sûr, comprendra. Donc c'est la première étape. Il jugera pas mal. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Donc cette association, elle existe à Carpentras. À Carpentras, c'est la ville natale de Sandrine. Et ça permet aux femmes et aux hommes, parce qu'il y a des hommes aussi, d'être dans un milieu où ils peuvent s'exprimer plus facilement. Et aussi, il y a des ateliers de bien-être qui leur permettent de reprendre un peu d'estime de soi, de se sentir un peu valorisée. Elle a des projets ? Alors, elle a des projets. D'abord, elle veut organiser des ateliers de sophrologie, parce qu'elle se dit qu'il n'y a pas que la parole, il y a aussi le corps, et qu'on prenne un peu conscience de son corps. Et alors, à titre personnel, elle veut se réorienter professionnellement. Elle passe un diplôme d'infirmière. Encore un métier d'aide. Exactement. Et elle s'occupe aussi un peu de sa famille maintenant. Et elle va avoir un petit bébé très prochainement. On embrasse Sandrine, donc effectivement, qui, comme vous, a vécu quelque chose de douloureux et le transforme. Et ça vous étonne pas finalement que tous ceux qui sont, à un moment donné, qui ont été victimes, veulent changer le monde, tout simplement? Non, ça ne m'étonne pas du tout. Et de nombreux psys aussi ont été victimes. C'est vraiment ce qui va donner du sens à ce qui n'en avait pas. Oui. On va faire en sorte que ce qui nous est arrivé serve à quelque chose. Ça nous permet d'avancer. Donc il y a énormément de personnes qui, ayant été victimes, ensuite vont avoir envie d'aider les autres. C'est très souvent ce même parcours que l'on peut découvrir. Alors on a vu dans l'histoire de France et de Jean-Pierre, finalement, il y avait même un témoin. Le jour où votre beau-père vous donne un coup devant un proviseur, il ne réagit pas. Là aussi, on a la sensation, France, que jusqu'à l'âge de 16 ans, il n'y a personne pour vous protéger. Il y a des gens qui sont là, au fond, pour prendre soin des enfants. Oui, parce que c'est peut-être intéressant de prendre les choses à la source. Là, je vais vous parler d'une initiative qui va réveiller en vous votre âme d'enfant, si je puis dire. Quand vous étiez enfant, vous rêviez d'être quel super-héros ? Je vais vous dire sincèrement, je regardais pas la télé. Interdit. Ah ouais, je comprends. Mais sérieusement. Moi, j'avais droit à Spider-Man. Moi, j'adorais Spider-Man. Je voyais pas ça, il était assez agile. Bon, il n'avait pas trop musclé comme moi, donc je me dis que ça pouvait passer. Brigitte, c'était Wonder Woman, mais elle l'est déjà. Elle tourne sur elle-même, elle a un diadème, un lasso, et elle est formidable. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai que, parce qu'on est impressionné par leur altruisme, par leur force, par leur générosité. C'était le général de Gaulle, moi. Ah, super-héros. Avec une cape, alors. C'est vrai, c'est lui j'ai toujours retenu son nom. Français, je me souviens de ça à la télé. Ah bah oui, c'était un personnage marquant, je peux bien l'entendre. Eh bien, justement, à Marseille, il y a une association qui s'appelle Héroïque Séjour, qui vient en aide, en fait, aux enfants qui sont soit placés en foyer d'accueil, soit qui vivent à l'hôpital parce qu'ils sont malades, ils ont besoin de soins, soit qui sont porteurs de handicap. Eh bien, ces enfants-là, ils ont un projet formidable qui est de les rendre héros de leur propre bande dessinée, manière de s'évader de ce quotidien qui est un petit peu difficile. Alors, cette association, eh bien, elle a un projet que je trouve formidable. Ça s'appelle « Moi, le héros ». En fait, l'idée, c'est de pouvoir créer un espèce de roman photo. Vous savez, il y en avait quand on était petit, des romans photos, mais comme une BD, avec des photos où on va mettre les enfants à l'intérieur d'images fantastiques, et c'est eux les héros. Alors, ils vont faire tout un tas d'ateliers. Le premier atelier, c'est on travaille sur les contes. L'écriture de contes. Comment ça marche, le principe d'un conte était une fois. Après, ils vont travailler de l'écriture. C'est-à-dire qu'ils vont établir leur propre histoire, ils vont inventer leur scénario. Donc une écriture de scénario. Après, il va y avoir tout un système, je vous montre des images, d'ateliers photos. Ces enfants, on va les déguiser, on va les habiller, et on va les mettre sur ce principe de fond vert. Ça permet de faire des trucages. Voilà, ça permet de faire des trucages. On connaît ça à la télévision depuis le début des années 80. Et on va pouvoir incruster ces enfants, regardez. C'est magique, là ils sont à New York avec Spider-Man et regardez, on retrouve nos enfants ici. Alors regardez, là j'ai un autre exemple avec ce petit gamin qui est habillé en Thor, le héros mythologique. Regardez là,
Tatan, il se retrouve avec ses héros favoris. C'est fantastique pour lui. Génial. Et donc voilà, alors après ils vont faire des ateliers parce qu'ils vont travailler avec des graphistes. J'imagine pour le gamin, cette image, elle est incroyable. Ah ouais, c'est très très fort. Hein. Bah ouais. Et quelle fonction ça a finalement de proposer à des enfants qui sont victimes, soit de la maladie, soit de la maltraitance, d'être le héros comme ça, on va parler de l'imagination tout à l'heure, hein, quand vous étiez avec votre ami imaginaire, mais le fait de, tu sais quoi, c'est une manière de prendre sa vie en main. Déjà, il y a l'aspect narratif qui permet de faire sortir toutes les charges émotionnelles et tout ce qui a pu être foulé. Donc ça permet à l'enfant de pouvoir exprimer ce qu'il n'a pas pu dire, d'exprimer par la narration, par le conte, par l'imaginaire. C'est plus facile pour un enfant. Et en plus de ça, ça favorise la résilience. Le fait de pouvoir donner vie à l'imaginaire, à la dimension créative, ça permet à une certaine énergie psychique de pouvoir se remettre en route, de s'exprimer, de circuler et d'élaborer aussi une projection. En stimulant cet imaginaire, l'enfant va pouvoir aussi imaginer qui il aura envie d'être quand il sera plus grand. C'est marrant parce que là, c'est la psy qui le dit. Moi, quand j'ai eu les personnes qui s'en occupent et qui sont au contact de ces enfants, c'est exactement ce qu'ils me disent. Et puis, ça répond à un vrai besoin qu'on peut avoir quand même à cet âge-là et qui peut être un peu mis en sourdine par la difficulté de la situation que l'on vit, c'est le besoin de jouer, de s'amuser, de s'éclater, de créer, de vivre, quoi, tout simplement. Alors, je finis. Donc là, ils ont les ateliers d'écriture parce qu'ils travaillent avec des graphistes. Vous voyez, regardez cette petite fille. Wow. Alors, on y est, là. Elle est dans sa scène, dans sa situation. Regarde, Poulette. C'est génial d'avoir ça sur son mur et de se voir dans cette... Ouais. Et alors, ils vont relier un bouquin avec comme un vrai livre de contes. Hein, et puis après, ils vont incruster les dialogues, comme un vrai roman photo. Quoi. Alors là, on est... Vous ne passerez pas. Oh non, des nouvelles recrues. Enfin, c'est doublé par d'autres gens. Oui, c'est pas moi qui double. De l'Alliance, voilà, rebelle. Super projet. Non, c'est super. Je parle de projet parce que ça a déjà commencé et ça finira, ça se terminera. Il y aura vraiment les bouquins dans les mains des enfants en septembre prochain. Donc vraiment, c'est un super projet. Magnifique. Et ça se passe où? Ils sont à... Alors, ils sont à Marseille. C'est une association Héroïque Séjour qui fait tout un tas de choses, tout un tas d'ateliers, parce que vraiment, le maître mot de cette association, ce que vous le disiez, c'est stimuler l'imaginaire. Ils font tout un tas d'ateliers de théâtre, de maquillage, de spectacles. Ils font des séjours de vacances, ils font des colos, ils font plein de trucs. Rien que l'an dernier, ils ont aidé plus de 1900 enfants, justement. Et ce qui a aidé beaucoup d'adultes dans la résilience, ce sont des personnes qui sont devenues artistes et créatifs. Qu'on soit petit ou grand, ça permet de sublimer ce qui a été tragique. Ça permet aussi d'exprimer tout ce qui n'a pas été dit et de le transformer et que là aussi, ça serve à quelque chose, à du beau, qui va aussi faire plaisir à d'autres, qui vont aussi apprécier ce beau, si ce sont des peintures, des sculptures, une démarche artistique, de la musique, voilà, toutes des démarches. Et le pouvoir de l'imagination, France, vous disiez lorsque vous étiez dans ce placard et que vous aviez donc cette serpillière, vous faisiez des traits, c'est un ami imaginaire. Et parmi les dialogues, il y a une phrase qui vous a jamais quitté. Ah oui, je lui disais, alors, quand on dit qu'on voudrait être un héros, moi, mon héros, c'était être une grande dame. Je savais pas trop ce que c'était une grande dame, mais bon. À la bouche d'une petite fille. Et alors je me disais toujours dans ma tête et à ma serpillière, ma poupée, tu verras. Moi, quand je serai une grande dame, j'aurai plein d'enfants. Je leur ferai pas ce qu'on m'a fait et je leur ferai ce qu'on m'a pas fait. Et vous disiez ça, vous étiez dans ce placard, vous aviez 10 ans. Oui, voilà. Est-ce que cette prédiction s'est réalisée? J'ai essayé. Depuis peu de temps, j'arrive à me dire que je suis pas trop nulle. Bon, en tout cas, quelqu'un vous a convaincu de raconter votre histoire. C'est Nicolas. Voilà, Nicolas Torrent. Et ça se passe aux éditions des Arènes. On peut guérir de son enfance, nous dit l'éditeur. Aimer, donner, pardonner. L'histoire vraie d'une enfant martyre devenue une mère extraordinaire. Donc vous avez tenu la promesse que vous aviez faite à cet ami imaginaire. Oui, peut-être. J'arrive quand même à me le dire que je suis pas trop nulle. Je dis pas, je dis pas. Vous n'arrivez pas à dire encore. Non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des mots que je ne peux pas prononcer. Ce que m'a fait mon grand-père, je suis pas capable de dire le mot. Il y a des choses comme ça qu'on peut pas. Mais j'y arrive. Je deviens presque une grande dame. Bon. France, merci d'être venue en tout cas nous raconter votre histoire. On peut la lire dans le détail. Elle donne beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir raconté
votre parcours. Un grand plaisir. Bravo l'émission. en tout Merci cas. beaucoup. Ouais, merci Géraldine, effectivement, de venir apporter comme ça votre regard Merci. et encore une fois, cette parole d'espérance. Merci les camarades. Merci. Et puis, merci à vous. J'espère que ces témoignages vous ont apporté quelque chose, vous ont inspiré. Et on se retrouve très, très bientôt sur France 2.